La pluie et la rencontre. La pluie tombait sur la ville avec cette persistance particulière qui semble se moquer des aspirations précédées mortelles, chaque gouttelette un rappel de l'indifférence de la nature face aux projets humains. Victoire Beaumont se tenait sous le maigre abri de l'auvent de l'hôtel, son manteau émeraude serré contre le froid de novembre, regardant la cascade d'eau transformer les élégantes rues en rivières de néons reflétés. C'était une femme d'une fortune considérable, bien que l'on ne puisse le discerner à son expression actuelle d'irritation profonde. Le gala avait été, comme ces événements l'étaient invariablement, un exercice fastidieux de chorégraphie sociale. Des heures passées à naviguer dans des conversations avec des individus dont l'intérêt pour sa personne ne s'étendait que dans la mesure où son compte bancaire pouvait accommoder leurs diverses entreprises caritatives. Victoire avait depuis longtemps appris à sourire avec une grâce étudiée, tandis que son esprit vagabondait vers des sujets de plus grande conséquence. Les rapports trimestriels qui attendaient à son examen, la fusion qui exigeait son attention, les 1000 détails qui constituaient les rouages de son empire. Maintenant, alors qu'elle attendait que son chauffeur navigue dans le chaos des véhicules en partance, elle se surprit à contempler l'étrange isolement que la richesse imposait à ses possesseurs. Être toujours entouré de ceux qui cherchaient quelque chose, mesurer chaque geste et mot contre la possibilité de manipulation, c'était un fardeau qu'elle n'avait pas anticipé dans sa jeunesse, quand la pauvreté semblait être le seul obstacle au bonheur. La berline noire et élégante qui s'arrêta au bord du trottoir apparut, à travers le voile de pluie, comme le véhicule qu'elle attendait. La plaque d'immatriculation était obscurcie par les précipitations, et dans la faible lumière des réverbères, une voiture de luxe ressemblait beaucoup à une autre. Victoire, désireuse d'échapper à l'humidité et aux odeurs persistantes de parfums coûteux et de faux sentiments, se précipita vers le véhicule sans son observation attentive habituelle. Elle saisit la poignée de la porte avec soulagement, anticipant déjà la chaleur des sièges chauffants et le confort familier de son transport habituel. La porte s'ouvrit en douceur, et elle se glissa à l'intérieur avec la grâce fluide qui vient d'années d'élégance pratiquée, s'installant contre la sellerie en cuir avec un doux soupir de satisfaction. « Aux pentouses, s'il vous plaît, Jacques », murmura-t-elle, ne regardant pas immédiatement vers le siège du conducteur tandis qu'elle arrangeait son manteau et récupérait son téléphone de son sac. « Et prenez la route qui traverse le jardin du Luxembourg. Je trouve que j'ai besoin de l'illusion de la nature après une telle soirée. » C'est alors qu'elle prit conscience d'un profond silence dans le véhicule. Une qualité de silence qui semblait vibrer de tension plutôt que du calme confortable qu'elle avait attendu. Sa tête se leva lentement, et elle se retrouva à contempler non pas le visage familier aux cheveux gris de son chauffeur de longue date, mais un étranger dont les yeux sombres reflétaient les lumières de la rue, avec une intensité qui envoya un frisson immédiat dans ses veines. L'homme était plus jeune que Jacques d'au moins 2 décennies, ses traits nets et anguleux d'une manière qui suggérait à la fois l'intelligence et quelque chose d'autre, quelque chose qui lui fit retenir son souffle. Ses cheveux étaient foncés, légèrement ébouriffés comme s'il y avait passé ses mains par frustration ou inquiétude, et ses vêtements, bien que propres, portèrent les signes indéniables d'un homme qui travaillait avec ses mains plutôt que de signer des papiers dans des salles de conseil d'administration. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Victoire ressentit la sensation familière de son esprit parcourant les possibilités et les calculs, la même agilité mentale qui l'avait si bien servi dans les négociations commerciales maintenant concentrées sur cette situation inattendue et potentiellement dangereuse. La voiture ne bougeait pas, réalisa-t-elle. Le moteur tournait tranquillement au ralenti, mais il restait stationnaire au bord du trottoir, et cet homme, cet étranger, continuait à la fixer avec une expression qu'elle ne pouvait facilement interpréter. « Je crois », dit-elle, sa voix portant l'autorité nette qui avait commandé des salles de conseil et intimidé des concurrents, qu'il y a eu une erreur. Ce n'est pas mon véhicule. Les yeux de l'homme s'élargirent légèrement, et elle détecta quelque chose qu'elle n'avait pas attendu, de la surprise, oui, mais aussi un curieux mélange d'inquiétude et de ce qui aurait pu être de l'amusement. Il se tourna plus complètement dans son siège pour lui faire face, et elle remarqua que ses mains qui agrippèrent le volant étaient fortes et capables, marquées de petites cicatrices qui parlèrent d'un travail honnête. « Madame » dit-il, et sa voix portait un accent qu'elle ne pouvait immédiatement placer, quelque chose qui évoquait des lieux lointains et peut-être des circonstances plus dures que les siennes. « Je pense que vous avez raison concernant cette erreur. » L'esprit de Victoire, formé par des années de négociations à enjeux élevés et de manœuvres d'entreprise, commença immédiatement à calculer ses options. Elle était seule dans un véhicule avec un étranger, dans une ville où l'anonymat pouvait être à la fois une bénédiction
et une malédiction. Son téléphone restait dans sa main, son écran luisant doucement, une potentielle bouée de sauvetage si les circonstances exigeaient de telles mesures. Pourtant, quelque chose dans le comportement de l'homme lui fit faire une pause. Il ne se déplaçait pas vers elle, ne faisait aucun geste qui pourrait être interprété comme menaçant. Au contraire, il semblait presque aussi déconcerté par sa présence qu'elle l'était par la sienne. Sa posture restait orientée vers l'avant du véhicule, respectueuse de l'espace entre eux, et son expression ne contenait aucun des calculs qu'elle avait appris à reconnaître chez ceux qui cherchaient à exploiter sa richesse. « À qui est ce véhicule, alors » demanda-t-elle, son ton restant stable, malgré les battements rapides de son cœur. Des années de maintien de la composition sous pression la servirent bien maintenant, même si son esprit parcourait les implications de sa situation. Les lèvres de l'homme se courbèrent en ce qui aurait pu être le début d'un sourire, bien qu'il soit teinté de quelque chose qui ressemblait à de la lassitude. « Le mien », dit-il simplement. « J'attendais… Eh bien, pas vous, c'est certain. » Victoire se surprit à étudier son visage avec la même intensité qu'elle apportait à l'analyse des rapports financiers. Il y avait de l'honnêteté là, pensa-t-elle, ou peut-être espérait-elle simplement qu'il y en avait. Ses yeux avaient une franchise qui était rafraîchissante après une soirée entourée d'individus dont chaque regard calculait avantages et opportunités. « Je vois », dit-elle, bien qu'elle ne voyait pas du tout en fait. « Alors je suis effectivement entrée dans la mauvaise voiture, et je m'excuse pour l'intrusion. » Elle fit un mouvement comme pour ouvrir la porte, pour s'extirper de cette situation inattendue, avec autant de dignité que les circonstances le permettaient. « Attendez !» dit l'homme, et quelque chose dans son ton la fit s'arrêter. Il pleut encore assez fort dehors. Il fit un geste vers les fenêtres, où les précipitations continuaient à strier le verre avec une persistance déterminée. « Et vous semblez être habillé pour un endroit beaucoup plus élégant qu'un trottoir par ce temps. » Victoire baissa les yeux sur sa tenue, le manteau émeraude qui avait coûté plus que ce que beaucoup de gens gagnaient en un mois, les chaussures délicates qui étaient totalement inadaptées pour naviguer sur un trottoir mouillé, les bijoux qui captaient la lumière avec une élégance subtile. Elle était, en effet, mal équipée pour se tenir sur des coins de rue par mauvais temps. « Je peux appeler une autre voiture ?» dit-elle. Bien que même en parlant, elle calculait la probabilité d'obtenir un transport rapide par une nuit où chaque taxi et véhicule de covoiturage de la ville serait en forte demande en raison du temps. « Écoutez, » dit l'homme, éteignant le moteur et se tournant pour lui faire face plus complètement. « Je ne sais pas quel genre de soirée vous avez eue, mais la mienne ne s'est pas non plus déroulée selon le plan. Vous êtes la bienvenue pour attendre ici jusqu'à ce que votre transport arrive ou jusqu'à ce que la pluie s'atténue, selon ce qui vient en premier. » Il y avait dans son offre quelque chose qui surprit Victoire, une gentillesse qui semblait ne porter aucune attente de réciprocité. Dans son expérience, chaque geste d'assistance venait avec un prix, explicite ou implicite. Les gens n'aidaient pas simplement Victoire Beaumont, ils investissaient dans la possibilité d'un avantage futur. « C'est très généreux, » dit-elle prudemment, « mais je ne pourrais pas imposer mon temps à un étranger. » L'homme rit, un son qui contenait une chaleur authentique malgré l'étrangeté de leurs circonstances. « Madame, je suis assis dans cette voiture depuis près d'1 heure, attendant quelqu'un qui apparemment ne vient pas. Votre compagnie est probablement une amélioration par rapport à mes propres pensées en ce moment. » Victoire se trouva curieuse malgré sa prudence. « Vous attendiez quelqu'un ?» Son expression changea légèrement et elle aperçut quelque chose qui aurait pu être de la déception ou de la résignation. « Ma sœur, » dit-il. « Elle travaille à cet hôtel d'où vous venez de sortir. Elle était censée finir son service il y a 1 heure, mais… » Il haussa les épaules, le geste exprimant des volumes sur les attentes non satisfaites et les plans perturbés. L'hôtel. Victoire jeta un regard vers l'élégant bâtiment où elle avait passé sa soirée parmi l'élite de la ville, où les serveurs et le personnel s'étaient déplacés avec une invisibilité pratiquée pour assurer le confort de leurs riches clients. Il ne lui était pas venu à l'esprit de considérer que ces individus avaient des vies au-delà de leurs services, des familles qui les attendaient, des préoccupations qui s'étendaient au-delà des besoins immédiats de leurs employeurs. Peut-être a-t-elle été retardée par l'événement, suggéra Victoire. De telles affaires durent souvent plus longtemps que prévu. Oui, c'est ce que j'ai pensé, dit l'homme. Elle m'a envoyé un message il y a environ 1 heure pour dire qu'elle serait en retard, mais rien depuis. Il jeta un coup d'œil à son téléphone, son écran reflétant la même lumière bleue que son propre appareil. Je me dis que je devrais simplement rentrer chez moi, mais elle n'a pas de voiture. Et par ce temps… Victoire se sentit émue par son inquiétude, par le soin évident qu'il montrait pour le bien-être de sa sœur.
C'était un contraste frappant avec les relations calculées qui dominaient sa propre existence, où l'affection authentique était rare et souvent obscurcie par des motifs ultérieurs. « Que fait votre sœur à l'hôtel » demanda-t-elle, se surprenant par son intérêt. « Elle fait partie de l'équipe de restauration » répondit-il. « Elle travaille pour des événements comme celui de ce soir, des soirées chics pour des gens qui ont plus d'argent qu'ils ne savent qu'en faire. » Il n'y avait pas d'amertume dans son ton, simplement une constatation de fait délivrée sans jugement. Victoire ressentit une bouffée de ce qui aurait pu être de la honte. Elle était sans aucun doute l'une de ces personnes ayant plus d'argent qu'elle ne savait qu'en faire, du moins selon l'estimation de quelqu'un qui attendait dans des voitures que des sœurs qui travaillaient finissent leur service. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Elle était assise confortablement pendant que sa sœur nettoyait probablement les détritus du divertissement de sa classe sociale. « J'ai assisté à cet événement », admit-elle doucement. L'homme la regarda avec un intérêt renouvelé, son regard prenant en compte ses vêtements coûteux et ses bijoux avec une perspective différente. « Oui, je m'en doutais. Vous avez cet air. »« Quel air ?» demanda Victoire, bien qu'elle soupçonnât connaître la réponse. « Comme si vous étiez habitué à ce que les gens vous ouvrent les portes, » dit-il, mais son ton ne contenait aucune accusation, seulement une observation. Comme si le monde s'arrangeait généralement autour de votre convenance. Victoire considéra ces mots, reconnaissant leur exactitude même s'ils piquaient légèrement. Il était vrai que sa richesse l'avait isolé de nombreux inconvénients, auxquels d'autres faisaient de face quotidiennement. Les embouteillages étaient évités par un transport privé, les longues files d'attente étaient contournées par un accès prioritaire, le confort était acheté plutôt qu'espéré. « Je suppose que c'est juste, » dit-elle, bien que je dirais que de tels arrangements viennent avec leurs propres complications. L'homme leva un sourcil, l'invitant à élaborer. Victoire se surprit à parler plus franchement qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Quand les gens vous ouvrent des portes à cause de votre compte bancaire plutôt que de votre caractère, vous commencez à remettre en question la sincérité de leurs gestes. Quand la commodité est achetée plutôt qu'offerte librement, elle perd sa chaleur. Ça semble solitaire, dit l'homme, et son observation ne portait aucune moquerie, seulement une sorte de douce compréhension qui la surprit. Ça peut l'être, admit Victoire, se demandant pourquoi elle confessait de telles vérités personnelles à un étranger dans une voiture par une nuit pluvieuse. Peut-être était-ce l'anonymat de la situation, la connaissance que cet homme n'avait aucun intérêt à maintenir une image particulière d'elle. Ou peut-être était-ce simplement le soulagement de parler honnêtement après des heures de performance sociale. Ils s'assirent dans un silence confortable pendant un moment, la pluie continuant sa percussion régulière contre les fenêtres. Victoire se surprit à étudier l'intérieur de la voiture, plus ancienne que son transport habituel, mais méticuleusement entretenue, avec des touches personnelles qui parlèrent de quelqu'un qui prenait fierté dans ses possessions, malgré leur nature modeste. Un désodorisant en forme de sapin pendait du rétroviseur, et elle pouvait voir une photographie glisser dans le pare-soleil, bien qu'elle ne puisse en distinguer les détails depuis sa position. « Je m'appelle Marc, au fait, » dit soudainement l'homme. « Marc Rivière. Victoire, » répondit-elle, omettant son nom de famille par choix conscient. Pour une fois, elle voulait être simplement Victoire, sans le poids de l'identité d'entreprise et de la richesse héritée que son nom complet portait. « Eh bien, Victoire, » dit Marc, « je dois dire que ce n'est pas ainsi que j'avais prévu ma soirée. »« Ni moi la mienne, » répondit Victoire, et elle se retrouva à sourire authentiquement pour la première fois de toute la soirée. Bien que je doive admettre que la compagnie s'avère bien plus intéressante que ce que j'ai laissé derrière au gala, Marc gloussa. Je parie que ces gens ont des histoires. Cependant, tout cet argent et ce pouvoir dans une pièce, ça doit être comme un feuilleton. Vous n'avez aucune idée, dit Victoire, pensant aux conversations de la soirée sur les prises de contrôle hostiles déguisées en dons caritatifs, les mariages stratégiques se faisant passer pour de la romance, et les calculs sans fin qui gouvernaient chaque interaction au sein de sa classe sociale. Bien que peut-être que feuilleton soit une comparaison trop généreuse. Au moins, les drames télévisés ont la courtoisie d'être divertissants. On dirait que vous ne vous êtes pas beaucoup amusé. Victoire considéra la question sérieusement. Quand avait-elle vraiment apprécié un tel événement pour la dernière fois ? Quand une soirée parmi ses pairs lui avait-elle procuré un plaisir authentique plutôt que simplement une opportunité d'affaires ou une obligation sociale ? Je ne suis pas certaine de me souvenir comment apprécier de telles choses, dit-elle honnêtement. Elles sont devenues tellement une question de maintenir les apparences et de gérer les attentes que la possibilité d'un plaisir réel semble avoir été perdue quelque part en chemin. Marc hocha la tête comme s'il comprenait,
bien que Victoire soupçonna que son expérience de l'obligation sociale était vastement différente de la sienne. « Ma sœur adore travailler ces événements, dit-il. Elle dit que c'est comme regarder une pièce de théâtre. Tous ces gens en costume jouant leur rôle. Votre sœur semble perspicace. Elle l'est, trop intelligente pour son propre bien parfois. » Son expression devint à nouveau préoccupée, alors qu'il jetait un coup d'œil à son téléphone. « C'est pourquoi je m'inquiète pour elle. Élise est généralement assez bonne pour rester en contact quand son emploi du temps change. » Victoire ressentit une soudaine impulsion d'aider, bien qu'elle ne fût pas certaine de l'assistance qu'elle pourrait offrir. « Peut-être pourrais-je faire quelques demandes ?» suggéra-t-elle. « J'ai quelques connexions avec la direction de l'hôtel. » Marc la regarda avec surprise. « Vous feriez ça ? Pour quelqu'un que vous venez de rencontrer ?» La question fit réfléchir Victoire. Pourquoi offrait-elle d'aider ? Dans sa vie professionnelle, chaque geste d'assistance était calculé, faisant partie d'une stratégie ou d'une négociation plus large. Mais assise dans la voiture de cet étranger, écoutant son inquiétude sincère pour sa sœur, elle se retrouva à vouloir agir sans calcul, à offrir de l'aide simplement parce qu'elle était nécessaire. « Ce ne serait pas un problème, dit-elle, et réalisa qu'elle le pensait. Marc étudia son visage dans la faible lumière, comme s'il essayait de déterminer sa sincérité. Quoi qu'il vît là sembla le satisfaire, car il hocha lentement la tête. « J'apprécierais, dit-il. Son nom est Élise Rivière. Elle fait partie de l'équipe de restauration. Elle y travaille depuis environ 6 mois. » Victoire récupéra son téléphone et commença à faire défiler ses contacts, cherchant le numéro personnel du directeur de l'hôtel. En faisant cela, elle prit conscience que Marc l'observait avec curiosité. « Vous avez vraiment des connexions partout, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. « C'est l'un des rares avantages de la vie que je décrivais plus tôt, » répondit Victoire, trouvant le numéro qu'elle cherchait. « Les gens ont tendance à se rendre disponibles quand ils croient que cela pourrait leur bénéficier financièrement. » Elle composa le numéro, remarquant que Marc semblait à la fois impressionné et légèrement mal à l'aise, avec la facilité de son accès à ce qui était, pour la plupart des gens, des positions d'autorité inaccessibles. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix familière ne réponde avec la déférence pratiquée que Victoire en était venue à attendre de ceux qui reconnaissaient son nom sur leur identification d'appelant. « Madame Beaumont, bonsoir. Comment puis-je vous être utile ?»« Gérard, » dit Victoire, son ton portant l'autorité tranquille qui rendait de tels appels efficaces. « J'ai besoin que vous vérifiez, concernant l'un des membres de votre personnel de restauration, Élise Rivière. Elle était programmée pour travailler l'événement de ce soir, et sa famille s'inquiète de ses allées et venues. » Il y eut une brève pause, pendant laquelle Victoire pouvait entendre le doux cliquetis des touches d'ordinateur. Marc l'observait avec une expression de gratitude mêlée de perplexité, comme s'il ne pouvait pas tout à fait concilier la femme assise dans sa voiture avec quelqu'un qui pouvait commander l'attention immédiate de la direction de l'hôtel à près de minuit. « Oui, Madame Beaumont, j'ai son dossier ici. Élise Rivière était en effet programmée pour l'événement de ce soir, mais il semble y avoir eu une certaine confusion avec son heure de départ. Elle est en fait toujours ici, terminant quelques tâches supplémentaires qui sont apparues de façon inattendue. Je peux lui faire appeler sa famille, immédiatement si vous le souhaitez. » Victoire jeta un coup d'œil à Marc dont le soulagement était immédiatement apparent dans la détente de ses épaules et la douce expiration qui lui échappa. « Ce serait apprécié, Gérard, et veuillez vous assurer qu'elle dispose d'un transport sûr pour rentrer chez elle, compte tenu des conditions météorologiques. »« Bien sûr, Madame Beaumont, je m'en occuperai personnellement. » Victoire termina l'appel et se tourna vers Marc, qui la regardait avec une expression qu'elle trouvait difficile à interpréter. Il y avait de la gratitude là, certainement, mais aussi une sorte d'émerveillement qui semblait disproportionné par rapport à la simple faveur qu'elle avait accomplie. « Elle est en sécurité, » dit Victoire, toujours à l'hôtel, apparemment travaillant sur quelques tâches supplémentaires qui sont apparues de façon inattendue. Le directeur lui fait vous appeler maintenant. Comme invoqué par ces mots, le téléphone de Marc commença à sonner. Il répondit immédiatement, sa voix remplie de soulagement et de doux reproches. « Élise, mon Dieu, tu m'as fait peur. Je suis assis ici dehors depuis plus d'1 heure. Non, non, c'est bon. Je suis juste content que tu sois en sécurité. Que s'est-il passé ?» Victoire écouta sa partie de la conversation, notant l'affection et l'inquiétude dans sa voix. Il était clair que lui et sa sœur partageaient une relation basée sur une préoccupation authentique, plutôt que sur l'obligation ou la commodité, quelque chose qui la frappa comme à la fois enviable et quelque peu étranger à sa propre expérience des relations familiales. « D'accord, d'accord, disait Marc. Non, ne t'inquiète pas, j'attendrai.
Le directeur de l'hôtel organise une voiture? Tu es sûr? Très bien, mais envoie-moi un message quand tu arrives à la maison. D'accord? Je me fiche de l'heure qu'il est. Il termina l'appel et se tourna vers Victoire avec une expression de profonde gratitude. Je ne sais pas comment vous remercier, dit-il. C'était incroyable. Vous avez juste appelé et fait que ça arrive, juste comme ça. Victoire se sentit étrangement mal à l'aise avec son appréciation, peu habituée qu'elle était à la gratitude qui ne portait aucune attente de réciprocité. Ce n'était rien, dit-elle. Un simple coup de téléphone. Peut-être pour vous, répliqua Marc. Mais pour quelqu'un comme moi, avoir un directeur d'hôtel au téléphone à minuit et qu'il se soucie réellement d'aider, ça n'arrive pas. Ces mots mettaient en évidence une réalité que Victoire considérait rarement, la vaste différence d'accès et d'influence que la richesse procurait. Ce qui semblait être une faveur mineure pour elle, représentait un type de pouvoir qui était entièrement en dehors de l'expérience quotidienne de Marc. « Qu'est-il arrivé à votre sœur » demanda Victoire, en partie pour détourner l'attention de ses remerciements continus et en partie par curiosité authentique. Marc passa une main dans ses cheveux sombres, un geste qui semblait habituel quand il traitait du stress ou du soulagement. Apparemment, un invité VIP à votre soirée a renversé du vin partout sur lui-même et a exigé que toute la zone de service soit nettoyée et réinstallée avant que quiconque puisse partir. Élise et quelques autres se sont retrouvés coincés à s'en occuper. Victoire ressentit une bouffée d'embarras au nom de sa classe sociale. L'inconsidération désinvolte qui garderait des travailleurs loin de leur famille, pour quelque chose d'aussi trivial que du vin renversé, était exactement le type de comportement qu'elle avait observé d'innombrables fois, sans vraiment considérer son impact sur ceux qui servaient. « Je suis désolée », dit-elle doucement. « C'est un comportement inexcusable. » Marc haussa les épaules, bien qu'elle pût voir que l'indifférence désinvolte des riches envers ceux qui les servaient l'irritait. « Ce n'est pas votre faute. » Élise dit que ça arrive assez régulièrement. Les gens qui n'ont jamais eu à nettoyer après eux-mêmes oublient parfois que les personnes qui le font sont des êtres humains avec des vies et des familles. Ces mots piquaient parce qu'ils portèrent la vérité sans accusation. Victoire réalisa qu'elle avait probablement été coupable d'une telle insouciance d'innombrables fois, voyant le personnel de service comme des extensions de la machinerie de son confort, plutôt que comme des individus avec leurs propres préoccupations et obligations. Néanmoins, dit-elle, cela reflète mal sur nous tous qui étions là ce soir. Marc étudia son visage dans la faible lumière filtrant à travers les fenêtres striées de pluie. Vous n'êtes pas ce que j'attendais, dit-il après un moment. Qu'attendiez-vous? Quelqu'un de plus? Je ne sais pas. Froid, je suppose. Ayant droit. Vous avez tout ce pouvoir. Vous venez de le démontrer. Mais vous êtes assise dans ma voiture battue en vous excusant pour des choses qui ne sont pas votre faute et semblant sincèrement dérangée par la façon dont ma sœur a été traitée. Victoire considéra son observation. Était-elle froide et ayant droit? Certainement, ses associés d'affaires la décriraient comme exigeante et intransigeante. Elle avait bâti sa réputation sur le fait d'être formidable, de ne jamais reculer face à une négociation ou montrer de faiblesse dans des contextes professionnels. Mais assise ici avec Marc, elle ne ressentait rien de l'armure qu'elle portait typiquement dans ses interactions quotidiennes. « Peut-être suis-je différente en dehors de mon environnement habituel », dit-elle. « Ou peut-être que vous faites ressortir quelque chose en moi que les réunions d'affaires n'exigent pas. Que voulez-vous dire ?» Victoire se surprit à parler plus honnêtement qu'elle ne l'avait fait depuis des années. « Dans mon monde, chaque conversation est une transaction. Chaque interaction a un agenda. Les gens me sourient parce qu'ils veulent quelque chose. Et je leur souris en retour parce que j'ai besoin de quelque chose d'eux. Après un certain temps, vous commencez à oublier à quoi ressemble une véritable connexion humaine. » Marc resta silencieux un moment, absorbant ces mots. « Ça semble épuisant, dit-il finalement. »« Ça l'est, » admit Victoire, bien que je suppose que je m'y suis tellement habitué que je remarque rarement l'épuisement. Ils s'assirent dans un silence confortable, écoutant la pluie continuer son rythme régulier contre le toit de la voiture. Victoire se trouva réticente à mettre fin à cette rencontre inattendue, bien qu'elle ne puisse pas articuler pourquoi. Peut-être était-ce la nouveauté de parler sans calcul, ou l'honnêteté rafraîchissante des réponses de Marc. Peut-être était-ce simplement le plaisir d'être valorisée pour autre chose que ses ressources financières. « Que faites-vous » demanda-t-elle soudainement. « Quand vous n'attendez pas des sœurs qui travaillent tard ?» Marc sourit et elle remarqua que tout son visage se transformait quand il le faisait, les lignes d'inquiétude autour de ses yeux, s'adoucissant en quelque chose de plus jeune et ouvert. « Je suis menuisier, » dit-il. « Surtout des travaux sur mesure, éléments intégrés, restauration de meubles, ce genre de choses. Rien de glamour.
Mais j'aime travailler avec mes mains, créer des choses qui dureront. Victoire essaya d'imaginer un tel travail, la satisfaction de construire quelque chose de tangible et permanent. Sa propre vie professionnelle consistait largement à déplacer des nombres et des concepts, à manipuler des représentations abstraites de valeurs et de propriétés. Quand avait-elle créé pour la dernière fois quelque chose de physique, quelque chose qui perdurerait au-delà du prochain rapport trimestriel? Cela semble épanouissant, dit-elle, et le pensait. Ça peut l'être. Il y a quelque chose de satisfaisant à commencer avec des matériaux bruts et à finir avec quelque chose de beau et fonctionnel. Bien que je doive admettre, le salaire n'est pas exactement dans votre ligue. Victoire ne détecta aucune amertume dans son observation, simplement une constatation de fait délivrée sans ressentiment. Elle trouva son manque d'envie rafraîchissant, si différent des calculs constants de richesse relative et de statut qui caractérisaient ses interactions sociales habituelles. L'argent n'est pas tout, dit-elle, puis se sentit immédiatement stupide pour le lieu commun. Marc rit, mais pas méchamment. Facile à dire quand vous en avez assez, bien que je parie que vous travaillez plus dur que la plupart des gens pensent que les riches le font. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? La façon dont vous avez géré cet appel téléphonique. Vous saviez exactement qui appeler et quoi dire pour obtenir des résultats. Ça n'arrive pas par accident. Vous devez comprendre comment fonctionne le pouvoir, comment l'utiliser efficacement. Cela prend de l'intelligence et de l'expérience. Victoire fut frappée par sa perspicacité. La plupart des gens voyaient la richesse comme passive, comme quelque chose qui existait simplement et fournissait des avantages automatiques. Marc semblait comprendre que la gestion de ressources significatives requérait des compétences et des efforts, même si ces compétences étaient différentes de celles qu'il employait dans son travail de menuiserie. « Vous êtes très perspicace, dit-elle. Élise dit que je remarque des choses que d'autres manquent. Ça vient de travailler dans les maisons des gens, je suppose. Vous voyez comment ils vivent vraiment quand ils ne performent pas pour le monde extérieur. Et que voyez-vous quand vous me regardez ?» La question surprit Victoire autant qu'elle sembla surprendre Marc. Elle n'avait pas eu l'intention de poser une question si personnelle, si révélatrice de ses propres insécurités et curiosités. Marc considéra sa réponse soigneusement, ses yeux sombres étudiant son visage avec une intensité qui la fit se sentir à la fois exposée et étrangement vue. « Je vois quelqu'un qui a oublié comment être elle-même, » dit-il finalement. « Quelqu'un qui a passé tellement de temps à être ce que les autres attendent ou ont besoin qu'elle soit, qu'elle a perdu la trace de ce qu'elle veut réellement. » Ces mots la frappèrent avec une force inattendue, coupant à travers les défenses soigneuses qu'elle avait construites autour de sa vie émotionnelle. Depuis combien de temps quelqu'un l'avait-il regardée et vu au-delà de la richesse et du pouvoir, la personne en dessous? Depuis combien de temps avait-elle permis à une telle vulnérabilité de se montrer? C'est toute une évaluation basée sur une brève connaissance, dit-elle, bien que son ton ne portât aucune défensive, seulement une sorte d'étonnement reconnaissant de son exactitude. Peut-être, dit Marc, mais je suis assis dans cette voiture depuis 2 heures à réfléchir à la vie et à la déception. Et puis vous apparaissez, toute élégante et puissante, mais clairement fuyant quelque chose. Ça vous fait remarquer des choses. Que pensez-vous que je fuis? Vous-même peut-être? Ou la personne que vous êtes censé être versus la personne que vous êtes réellement? Victoire sentit des larmes piquer au coin de ses yeux. Une réponse si peu familière dans sa vie adulte qu'elle la surprit. Quand avait-elle pleuré pour la dernière fois? Quand avait-elle ressenti pour la dernière fois le genre d'honnêteté émotionnelle qui pourrait mener aux larmes? « Je suis désolé », dit rapidement Marc, remarquant clairement sa réponse émotionnelle. « Je ne voulais pas vous contrarier. J'ai tendance à trop en dire parfois. »« Non », dit Victoire, sa voix douce mais stable. « Non, vous avez raison. Je fuis quelque chose. Je fuis depuis si longtemps que j'avais oublié que je le faisais. » Marc attendit, lui offrant l'espace pour continuer ou non selon son choix. Sa patience était un autre cadeau, réalisa-t-elle. La simple courtoisie de lui permettre de traiter ses émotions sans pression ni jugement. « J'ai hérité de l'entreprise de mon père quand j'avais 25 ans, dit-elle finalement. Du jour au lendemain, je suis passée d'être la fille de quelqu'un à être responsable de milliers d'emplois et de millions d'euros de revenus. Tout le monde regardait pour voir si j'échouerais, si j'étais digne de ce que j'avais hérité. C'est beaucoup de pression pour quelqu'un de si jeune. Ça l'était, et j'ai décidé que la seule façon de me prouver était d'être plus dure, plus intelligente, plus impitoyable que n'importe quel homme dans ma position n'aurait besoin de l'être. J'ai construit des murs autour de moi, me suis rendue intouchable et intransigeante. Ça a fonctionné. L'entreprise a prospéré et j'ai gagné le respect dans mon industrie. Mais, Victoire sourit tristement. Mais quelque part dans le processus de prouver que je pouvais faire le travail,
J'ai oublié qui j'étais avant que le travail ne me définisse. Je suis devenu le rôle que je jouais et maintenant je ne suis pas sûr qu'il reste quoi que ce soit en dessous. Marc resta silencieux pendant un long moment, traitant sa confession. « Voulez-vous qu'il y ait quelque chose en dessous ?» demanda-t-il finalement. La question prit Victoire au dépourvu par sa franchise. Voulait-elle récupérer une version d'elle-même qui existait indépendamment de son identité professionnelle? La réponse lui vint avec une clarté surprenante. « Oui, dit-elle. Oui, je le veux, mais je ne suis pas sûr de me souvenir comment être quelqu'un d'autre. Peut-être, dit doucement Marc, commencez-vous par passer du temps avec des gens qui n'ont pas besoin que vous soyez quelqu'un en particulier. Des gens qui vous voient comme Victoire, pas comme Madame Beaumont avec tout le pouvoir et la responsabilité qui viennent avec ce nom. » Comme pour ponctuer ces mots, son téléphone vibra avec un message texte. Marc y jeta un coup d'œil et sourit avec soulagement. « Élise est rentrée chez elle en sécurité, » rapporta-t-il. Elle dit de remercier la mystérieuse bienfaitrice qui a aidé ce soir. Victoire ressentit un chaud frémissement de satisfaction d'avoir contribué au retour en sécurité d'Élise. Une sensation si différente des plaisirs calculés du succès commercial qu'il lui fallut un moment pour l'identifier comme du bonheur authentique. « Je suis contente, » dit-elle simplement. Marc démarra le moteur, et Victoire réalisa que leur rencontre inattendue touchait à sa fin. Cette pensée la remplit de quelque chose qui aurait pu être du regret, une réticence à retourner à l'isolement de son existence habituelle. « Où puis-je vous déposer ?» demanda Marc. « Je suppose que votre véritable transport ne vient plus ?» Victoire jeta un coup d'œil à son téléphone, remarquant plusieurs appels manqués de Jacques, son chauffeur, qui avait sans doute été à sa recherche à l'entrée de l'hôtel, pendant qu'elle était assise dans la voiture de Marc en ayant la conversation la plus honnête qu'elle ait eue depuis des années. « Mon appartement est sur l'avenue Foch, » dit-elle, puis hésita. L'adresse identifierait immédiatement son niveau de richesse, la plaçant fermement dans la catégorie des personnes pour qui Marc et sa sœur étaient simplement une partie de l'économie de service qu'ils naviguaient quotidiennement. « Avenue Foch », répéta Marc, et elle pouvait l'entendre faire les calculs qui la placeraient parmi les résidents les plus privilégiés de la ville. C'est un beau quartier. Son ton restait soigneusement neutre, mais Victoire pouvait sentir le subtil changement dans son comportement, alors que ses véritables circonstances devenaient claires. La camaraderie facile qu'ils avaient à partager était en train d'être remplacée par la dynamique plus familière de différences de classe et de disparités économiques. « Vous n'avez pas besoin de changer votre façon de me parler, » dit doucement Victoire, reconnaissant le changement dans la manière de Marc et ressentant une douleur inattendue à la perte de leur intimité antérieure. L'adresse ne change pas qui j'étais il y a 5 minutes. Marc lui jeta un coup d'œil dans le rétroviseur alors qu'il s'éloignait du trottoir, naviguant prudemment à travers les rues mouillées par la pluie. N'est-ce pas pourtant? Je veux dire, nous parlons de l'avenue Foch. Ce n'est pas juste riche, c'est... Il fit une pause, cherchant des mots qui ne sembleraient pas accusateurs. C'est un monde complètement différent. Victoire regardait le paysage urbain familier passer par la fenêtre passager, le voyant maintenant à travers les yeux de Marc plutôt que les siens. Les devantures élégantes et les trottoirs impeccables qui représentaient la normalité pour elle étaient des monuments à l'inégalité depuis sa perspective, des symboles d'une vie si éloignée de sa propre expérience qu'il pourrait aussi bien exister sur des planètes différentes. Oui, admit-elle, c'est un monde différent, mais assise dans cette voiture avec vous, je me suis senti plus moi-même que je ne l'ai été depuis des années. Cela ne compte-t-il pas pour quelque chose? Marc resta silencieux pendant plusieurs pâtés de maison, ses mains stables sur le volant tandis qu'il se frayait un chemin à travers les rues largement vides. Victoire se surprit à étudier son profil, remarquant la façon dont les lumières de la rue illuminaient par intermittence la ligne forte de sa mâchoire et l'expression pensive qui s'était installée sur ses traits. « Ça compte pour tout », dit-il finalement. « Mais ça rend aussi toute cette chose plus compliquée, n'est-ce pas? Je veux dire, que se passe-t-il maintenant? Faisons-nous comme si cela n'était jamais arrivé? Échangeons-nous des numéros et essayons-nous de maintenir une sorte d'amitié à travers le plus grand fossé économique de l'histoire humaine? » Ces questions mettaient à nu l'impossibilité pratique de leur connexion, les réalités sociales et économiques qui faisaient de leur brève intimité une anomalie plutôt que le début de quelque chose de durable. Victoire sentit le poids familier de son isolement se réinstaller autour de ses épaules comme un manteau familier. « Je ne sais pas, » dit-elle honnêtement. « Je n'ai jamais été dans cette situation auparavant. Quelle situation est-ce? Rencontrer quelqu'un qui me voit comme une personne plutôt qu'une opportunité. Quelqu'un dont l'intérêt pour moi n'est pas calculé en fonction d'un bénéfice potentiel. » Elle fit une pause.
luttant pour articuler quelque chose qu'elle n'avait jamais eu besoin d'exprimer auparavant. Quelqu'un que je veux réellement mieux connaître. Marc s'arrêta à un feu rouge et se tourna pour la regarder directement. Ses yeux sombres, scrutant son visage comme s'il essayait de déterminer la sincérité de ses mots. « Vous le pensez vraiment, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, bien que je comprenne si la réalité de mes circonstances change ce que vous ressentez à propos de quoi que ce soit. » Le feu passa au vert et Marc accéléra lentement, son attention divisée entre la route et la conversation. « Puis-je vous demander quelque chose ? » ?»« Bien sûr. Que feriez-vous si l'argent n'était pas un facteur ? Si vous pouviez recommencer demain sans aucune des responsabilités ou attentes qui viennent avec votre vie actuelle, que choisiriez-vous ? » Victoire considéra la question sérieusement, réalisant que cela faisait des années qu'elle ne s'était pas permis de contempler des alternatives à sa réalité existante. Que choisirait-elle si le choix lui était vraiment disponible ? « Je pense, dit-elle lentement, que je voudrais créer quelque chose de tangible et beau qui me survivrait. Peut-être que j'apprendrais à travailler avec mes mains comme vous le faites, à construire des choses qui servent un but au-delà de générer du profit. Vous pourriez toujours faire cela maintenant, fit remarquer Marc. L'argent vous donne des options que la plupart des gens n'ont pas, mais il crée aussi des obligations. Chaque décision que je prends affecte des milliers d'employés, d'innombrables actionnaires, des communautés entières qui dépendent de l'activité économique que mon entreprise génère. La liberté de suivre des désirs personnels semble être un luxe que je ne peux pas me permettre. Marc hocha la tête pensivement. Je n'ai jamais pensé à la richesse de cette façon. J'ai toujours supposé qu'avoir de l'argent signifiait avoir plus de choix, pas moins. D'une certaine façon, c'est le cas. Mais chaque choix porte de plus grandes conséquences quand vous êtes responsable de plus que vous-même. Le poids de cette responsabilité peut être paralysant. Ils entraient maintenant dans le quartier de Victoire, les rues devenant plus larges et les bâtiments plus imposants. La voiture de Marc, qui avait semblé parfaitement adéquate tout au long de leur conversation, apparaissait maintenant minable contre l'arrière-plan d'arbres soignés et d'architecture impeccable. Victoire pouvait le sentir prendre en compte les marqueurs évidents de richesse extrême, les étalages désinvoltes de ressources qui représentaient plus d'argent qu'il ne gagnerait probablement en plusieurs vies. « Quel bâtiment ?» demanda-t-il, sa voix soigneusement neutre. Victoire pointa vers une structure élégante de style haussmannien qui occupait près de la moitié d'un pâté de maison, sa façade en pierre calcaire luisant doucement sous le système d'éclairage intégré du bâtiment. « Celui avec le portier », dit-elle, réalisant immédiatement comment cela sonnait. Marc s'arrêta au bord du trottoir et mit la voiture en stationnement, mais ne fit aucun mouvement pour sortir. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, tous deux apparemment réticents à mettre fin à leur rencontre malgré son impossibilité évidente. « Victoire », dit finalement Marc, et entendre son nom dans sa voix envoya un frisson inattendu à travers sa poitrine. « Je veux que vous sachiez que ce soir, parler avec vous, ça a été l'une des conversations les plus réelles que j'ai eues depuis longtemps. Pour moi aussi, dit-elle doucement, plus réelle que je ne savais en avoir besoin. Mais, Victoire soupira, reconnaissant qu'il lui donnait l'opportunité d'articuler ce qu'ils comprenaient tous les deux. Mais nous vivons dans des mondes différents, Marc. Que se passe-t-il quand vous réalisez que ma routine quotidienne implique de prendre des décisions qui affectent des gens comme votre sœur? Quand vous comprenez que l'inégalité que vous voyez tout autour de nous est quelque chose dont je bénéficie chaque jour? Que se passe-t-il quand vous réalisez que je ne vais jamais comprendre les pressions sous lesquelles vous êtes, que je ne peux pas me rapporter à avoir ce genre de responsabilité ou de pouvoir? Ils exposaient les obstacles. Honnêtement, et Victoire appréciait sa volonté de confronter la réalité plutôt que de se livrer à des fantasmes romantiques sur l'amour conquérant toutes les circonstances. Pourtant, même alors qu'il cataloguait les raisons pour lesquelles leur connexion était impraticable, elle se surprit à espérer qu'il pourrait argumenter contre ces raisons. « Alors c'est un adieu alors ?» demanda-t-elle, surprise par la déception dans sa propre voix. Marc resta silencieux pendant un long moment, regardant fixement la pluie qui avait finalement commencé à s'alléger. « Peut-être, dit-il. Ou peut-être découvrons-nous ce qui se passe quand deux personnes de mondes différents décident que ces différences comptent moins que la connexion qu'elles ont trouvée. » Victoire sentit son cœur s'accélérer à ces mots. « Que suggérez-vous ? Je suggère que nous ne laissions pas la peur des complications nous empêcher d'explorer quelque chose qui semble important. Je suggère que peut-être le fait que ce soit difficile ne signifie pas que c'est impossible. » « Marc, dit Victoire avec précaution, vous devez comprendre ce dans quoi vous vous engageriez. Ma vie est constamment scrutée. Chaque relation que j'ai est analysée par des journalistes d'affaires et des chroniqueurs mondains.
Mes associés seraient sceptiques envers quiconque ne circule pas dans nos cercles, et certains pourraient essayer de vous utiliser pour m'atteindre. Et vous devez comprendre que je ne vis pas dans votre monde, répondit Marc. Je ne peux pas me permettre les restaurants où vous mangez probablement ou les endroits où vous passez probablement vos vacances. Je travaille avec mes mains pour gagner ma vie, et parfois cela signifie que je rentre à la maison sale et fatigué. Mes amis sont des ouvriers du bâtiment, des enseignants et des infirmières, pas des cadres et des mondains. Ils se testaient maintenant l'un l'autre, réalisa Victoire, chacun exposant les coûts potentiels de poursuivre leur connexion. C'était une forme de négociation, bien qu'une qui impliquait des cœurs plutôt que des contrats. Je ne me soucie d'aucune de ces choses, dit Victoire, et fut surprise de découvrir qu'elle le pensait complètement. Les restaurants, les attentes sociales, le jugement de mes associés, rien de tout cela n'importe comparé à comment je me sens quand je parle avec vous. Comment vous sentez-vous ? Demanda doucement Marc. Victoire prit une profonde respiration, se préparant à se rendre plus vulnérable qu'elle ne l'avait été avec quiconque depuis des années. Je me sens comme moi-même, comme la personne que j'étais avant que je doive devenir celle que tout le monde avait besoin que je sois. Je me sens vivante d'une manière que j'avais oublié être possible. Marc tendit la main à travers la console centrale et prit sa main, ses doigts chauds et calleux de son travail. Le simple contact envoya de l'électricité à travers tout son corps, une réponse si immédiate et puissante qu'elle la surprit. « Alors nous trouverons une solution », dit-il simplement. « Nous prenons un jour à la fois et voyons ce qui se passe. » Victoire regarda leurs mains jointes, notant le contraste entre les doigts d'homme de travail de Marc et sa douceur manucurée, entre son honnêteté et sa complexité. Cela aurait dû être un rappel de leur différence, mais au lieu de cela ressemblait à une promesse de possibilité. « J'aimerais cela », dit-elle, bien que je devrais vous avertir que je ne suis pas entièrement sûr de savoir comment être dans une relation qui n'est pas transactionnelle. Marc sourit, et elle vit dans son expression un mélange de tendresse et d'amusement qui resserra sa poitrine avec une émotion peu familière. « Je pense que vous vous sous-estimez. Vous avez été plus authentique avec moi ce soir que la plupart des gens ne le sont après avoir connu quelqu'un pendant des mois. Vous faites ressortir quelque chose en moi que les réunions d'affaires n'exigent pas, » répéta Victoire son observation antérieure. Mais maintenant elle portait un poids différent, la reconnaissance de quelque chose de précieux plutôt que simplement curieux. « Bien, » dit Marc, « parce que j'espère voir beaucoup plus de ce quelque chose. » Victoire se sentit sourire en retour, une expression qui semblait naturelle plutôt que calculée pour la première fois de mémoire récente. « Comment procédons-nous à partir d'ici ? Je n'ai pas exactement d'expérience avec les relations non conventionnelles. Nous commençons simplement, » dit Marc. « Un café peut-être. Quelque part où nous pouvons parler sans la pression d'un dîner formel ou d'attente sociale. Quelque part où nous pouvons simplement être deux personnes apprenant à se connaître. La suggestion d'un café, un plaisir si ordinaire, si accessible, frappa Victoire comme révolutionnaire dans sa simplicité. Quand était-ce la dernière fois qu'elle était simplement allée prendre un café avec quelqu'un sans agenda ou but commercial ? « J'aimerais beaucoup cela, » dit-elle, bien que je devrais mentionner que mon emploi du temps peut être difficile et imprévisible. Je suis assez flexible, répondit Marc. L'un des avantages d'être mon propre patron, même si cela vient avec son propre ensemble de problèmes. Victoire réalisa qu'il faisait des plans, s'engageant à se revoir malgré tous les arguments rationnels contre une telle ligne de conduite. Cette pensée la ravissait et la terrifiait à la fois d'une manière que les tentatives de prise de contrôle hostile et les crises d'entreprise n'avaient jamais fait. « Je devrais vous donner mon numéro, » dit-elle, tendant la main vers son téléphone. « Juste votre numéro ?» demanda Marc avec un léger sourire. « Pas le numéro de votre assistant ou de votre secrétaire ?» Victoire rit, comprenant son point sur les couches de protection et de filtration qui entouraient typiquement ses communications. « Mon numéro personnel, » clarifia-t-elle, « celui qui me joint directement. » Ils échangèrent leurs informations, et Victoire nota que Marc enregistra son contact simplement comme « Victoire », plutôt qu'avec aucun des titres ou désignations formelles qui accompagnaient habituellement son nom dans les téléphones d'autres personnes. La simple intimité de ce choix la toucha plus qu'elle ne l'aurait attendu. « Je devrais y aller », dit Victoire à contre-cœur, jetant un coup d'œil vers le bâtiment où son portier attendait sous l'élégant auvent, sans doute curieux de la voiture inconnue qui avait ramené la résidente la plus éminente de son immeuble. « Bien sûr », dit Marc, mais aucun d'eux ne fit de mouvement immédiat vers la séparation. « Marc », dit Victoire, sa voix portant une note d'incertitude qu'elle permettait rarement aux autres d'entendre. « Et si cela ne fonctionne pas ? Et si la réalité de nos circonstances différentes s'avère trop difficile à naviguer ?
Marc considéra sa question sérieusement avant de répondre. Alors, nous aurons essayé quelque chose d'authentique dans un monde qui n'offre pas beaucoup d'opportunités pour l'authenticité. Et nous aurons eu ce soir, qui a signifié quelque chose d'important pour moi, indépendamment de ce qui vient ensuite. Sa réponse révélait une acceptation philosophique que Victoire enviait, même si elle la réconfortait. Dans son monde, l'échec était quelque chose à éviter à tout prix, chaque risque soigneusement calculé contre les récompenses potentielles. Marc semblait comprendre que certaines expériences étaient précieuses indépendamment de leurs résultats. Ce soir a également signifié quelque chose d'important pour moi, dit doucement Victoire. Plus que je pense que vous ne réalisez. Je pense que je pourrais réaliser plus que vous ne le pensez, répondit Marc avec un doux sourire. Vous n'êtes pas aussi mystérieuse que vous le croyez. Victoire se sentit rougir, une réponse si étrangère à son expérience adulte qu'il lui fallut un moment pour reconnaître ce qui se passait. Quand quelqu'un avait-il réussi à la faire rougir pour la dernière fois? Quand avait-elle ressenti pour la dernière fois le genre de plaisir innocent qui venait d'être doucement taquiné par quelqu'un dont elle se souciait? Je devrais vraiment y aller maintenant, dit-elle, bien qu'elle ne fît aucun mouvement vers la porte. Vous devriez, acquiesça Marc, restant également immobile. Ils se regardèrent à travers la petite distance qui les séparait dans la voiture, semblant tous deux mémoriser le moment avant qu'il ne se termine. Victoire se surprit à cataloguer des détails. La façon dont la lumière de la rue captait la chaleur dans les yeux sombres de Marc, la légère boucle que la pluie avait apportée à ses cheveux, le sourire authentique qui transformait tout son visage. « Merci », dit-elle finalement, « d'avoir laissé une étrangère attendre dans votre voiture pendant un orage, de m'avoir vu comme une personne plutôt que comme une erreur ou une intrusion. Merci », répondit Marc, d'avoir été assez courageuse pour être vous-même avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, de me rappeler qu'une connexion authentique est toujours possible dans un monde qui semble souvent superficiel et calculé. Victoire ouvrit la porte de la voiture, se préparant pour le bref trajet à travers la pluie jusqu'à l'entrée de son immeuble. Avant qu'elle ne puisse sortir, Marc parla à nouveau. Victoire, elle se retourna vers lui. « Oui, quand vous déciderez si vous voulez m'appeler, souvenez-vous de comment vous vous êtes senti ce soir. Souvenez-vous de cette version de vous-même, et demandez-lui ce qu'elle veut faire. » Ces mots allèrent droit à son cœur, un rappel que sous toute la complexité et l'obligation de son existence quotidienne, il restait une personne capable de joie et de connexion et de sentiments authentiques. Cette personne avait émergé pendant leur conversation, et Victoire réalisa qu'elle voulait beaucoup la laisser prendre plus de décisions sur la direction de sa vie. Victoire sortit de la voiture de Marc sous la douce pluie, sentant les fraîches gouttelettes contre sa peau comme un baptême dans une nouvelle version d'elle-même. Elle se précipita vers l'entrée du bâtiment, où Thomas, le portier de nuit, attendait avec une discrétion pratiquée, son visage vieilli ne trahissant aucune curiosité concernant le véhicule modeste qui avait ramené sa résidente la plus distinguée à la maison. « Bonsoir, Madame Beaumont », dit Thomas, tenant la lourde porte en verre ouverte avec la même courtoisie qu'il lui avait montrée ces 15 dernières années. « J'espère que votre soirée a été agréable malgré le temps. »« Elle l'a été », répondit Victoire, et fut surprise de réaliser que la politesse conventionnelle était, pour une fois, entièrement exacte. Plus agréable que je ne l'avais anticipé. Alors que l'ascenseur la transportait silencieusement vers son penthouse, Victoire se surprit à rejouer chaque moment de sa rencontre avec Marc, examinant chaque échange avec la même intensité analytique qu'elle apportait aux négociations d'entreprise. Pourtant, contrairement aux affaires commerciales, cette analyse ne donnait pas de stratégie claire, pas de chemin évident à suivre. Elle s'aventurait sur un territoire pour lequel sa considérable expérience ne lui avait fourni aucune préparation. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur son foyer privé, révélant l'étendue familière de son appartement au-delà. L'espace, conçu par l'un des architectes d'intérieur les plus renommés de la ville, représentait le sommet du goût sophistiqué et des ressources illimitées. Chaque pièce avait été sélectionnée pour son intégration parfaite dans une esthétique globale qui parlait d'élégance raffinée et de richesse substantielle. Pourtant ce soir, alors que Victoire se déplaçait à travers des pièces qui lui procuraient habituellement un sentiment d'accomplissement et d'appartenance, elle se surprit à les voir à travers les yeux de Marc. Le tapis perçant sous ses pieds représentait plus d'argent que la plupart des familles ne gagnaient en années. Les tableaux qui ornaient ses murs étaient des investissements autant que des choix décoratifs. Les surfaces en marbre et les boiseries sur mesure parlaient d'un monde où la beauté était achetée plutôt que créée. Victoire se dirigea vers sa chambre, un sanctuaire de bleu pâle et d'argent qui avait été présenté dans des magazines d'architecture comme un exemple de luxe discret.
Alors qu'elle commençait le rituel familier de se préparer pour dormir, elle s'aperçut dans le miroir en pied qui occupait un mur de son espace de coiffure. La femme qui lui rendait son regard apparaissait comme elle l'avait toujours fait, élégante, composée, parfaitement mise ensemble malgré les développements inattendus de la soirée. Son manteau émeraude ne montrait aucun signe d'avoir passé du temps dans la voiture d'un étranger, ses bijoux restaient précisément arrangés, ses cheveux maintenaient leur coiffure soignée. Pourtant, quelque chose dans son expression était différent, une douceur autour de ses yeux qui parlait d'un récent engagement émotionnel. Victoire retira ses bijoux lentement, plaçant chaque pièce à son emplacement désigné dans le système de rangement conçu sur mesure, qui organisait sa collection considérable. Les boucles d'oreilles, qui avaient capté la lumière de la salle de bal, semblaient maintenant lourdes du poids de la performance sociale. Le collier qui avait attiré des compliments se sentait comme une armure en train d'être retirée. Alors qu'elle changeait pour des pyjamas en soie qui coûtaient plus que Marc ne dépensait probablement en vêtements sur plusieurs mois, Victoire se surprit à se demander à quoi ressemblait sa maison. Vivait-il dans un petit appartement, partageant peut-être l'espace avec des colocataires pour gérer les dépenses de la vie urbaine? Ou avait-il trouvé un modeste endroit à lui, décoré avec des meubles qu'il avait construits lui-même et rempli des types de touches personnelles qui rendaient un espace véritablement habité, plutôt que professionnellement conçu? La spéculation l'amena à contempler le vaste gouffre qui séparait leurs expériences quotidiennes. Alors qu'elle se déplaçait à travers des espaces conçus pour impressionner et intimider, il vivait probablement quelque part qui privilégiait la fonction et le confort plutôt que l'esthétique. Alors qu'elle naviguait parmi les obligations sociales et les dîners d'affaires, il se rassemblait probablement avec des amis qui valorisaient l'authenticité plutôt que le statut. Le contraste était à la fois fascinant et intimidant. Victoire s'installa dans son lit king size, entouré d'oreillers qui avaient été arrangés par sa femme de ménage, selon des préférences établies des années auparavant. La pièce était climatisée à exactement 20 degrés, l'éclairage ajusté pour promouvoir des modèles de sommeil optimaux. Chaque élément avait été optimisé pour son confort et sa commodité, pourtant elle se surprit à penser avec envie à la simple chaleur qu'elle avait ressentie assise dans la voiture de Marc. Le sommeil s'avéra insaisissable malgré l'épuisement émotionnel de la journée. L'esprit de Victoire continuait à traiter les révélations de la soirée, particulièrement l'observation de Marc qu'elle avait oublié comment être elle-même. L'exactitude de son évaluation était à la fois douloureuse et libératrice. Douloureuse parce qu'elle la forçait à confronter des années d'auto-négation, libératrice parce qu'elle suggérait que la récupération de son moi authentique était possible. Quand avait-elle pris une décision basée purement sur le désir personnel, plutôt que sur l'avantage stratégique pour la dernière fois? Quand avait-elle poursuivi quelque chose simplement parce que cela lui apportait de la joie? Les questions la hantaient, alors qu'elle était allongée dans sa chambre parfaitement aménagée, entourée de preuves de succès qui semblaient de plus en plus creuses. Le téléphone de Victoire vibra doucement sur sa table de nuit, et elle l'attrapa avec une anticipation qui la surprit. Peut-être Marc avait-il envoyé un message, une sorte de reconnaissance de leur soirée partagée, qui comblerait le fossé entre leur rencontre et le retour à leur réalité séparée. Au lieu de cela, elle trouva un message de son assistante, Marguerite, qui maintenait son emploi du temps, avec une précision militaire, et envoyait rarement des communications en dehors des heures de bureau, à moins que les circonstances n'exigent une attention immédiate. Madame Beaumont, la réunion trimestrielle du conseil d'administration a été déplacée à 8 heures demain en raison de conflits d'horaire avec le bureau de Singapour. Les documents préparatoires sont dans votre email. Qu'aussi le chronique veut programmer une interview sur l'acquisition Héroux pour la semaine prochaine. Dois-je confirmer? Le message était un rappel brutal de la vie qui l'attendait au-delà du cocon de son appartement. La série sans fin d'obligations et de décisions qui reprendrait avec le lever du soleil demain. Victoire fixa l'écran, sentant le poids de ses responsabilités se réinstaller autour d'elle, comme une couverture familière, mais peu bienvenue. Elle tapa une brève réponse confirmant la réunion, et autorisant Marguerite à programmer l'interview, puis mit le téléphone de côté avec un soupir qui semblait porter le poids des années. Combien de nuits s'étaient terminées ainsi, avec des rappels de devoirs dépassant toutes pensées personnelles ou sentiments qui avaient occupé sa soirée? Pourtant, même en reconnaissant l'attraction de ses obligations professionnelles, Victoire se surprit à penser aux mots de Marc sur le souvenir de la version d'elle-même qui avait émergé pendant leur conversation. Cette femme, celle qui avait ri authentiquement et parlé sans calcul, semblait plus réelle que la dirigeante qui occuperait la salle du conseil demain matin. Victoire récupéra son téléphone à nouveau,
cette fois faisant défiler jusqu'aux informations de contact de Marc. Son doigt planait au-dessus du clavier alors qu'elle contemplait quoi dire. Que écrit-on à quelqu'un qui a fondamentalement modifié votre perspective en l'espace de quelques heures? Comment exprime-t-on de la gratitude pour avoir été vu comme une personne plutôt qu'une position? Après plusieurs faux départs, elle tapa un message simple. « Merci pour ce soir. Je ne me suis pas senti moi-même depuis plus longtemps que je ne réalisais. Doux rêve. » Elle envoya le texte avant de pouvoir reconsidérer sa vulnérabilité, puis ressentit immédiatement un frémissement d'anxiété concernant sa réception. Et si Marc trouvait son sentiment trop émotionnel? Et s'il avait déjà commencé à remettre en question la sagesse de leur connexion maintenant qu'il était de retour dans son propre environnement? Son téléphone vibra presque immédiatement avec sa réponse. « Merci de m'avoir fait confiance avec la vraie Victoire. Elle est remarquable. Dormez bien. » La chaleur de ces mots envoya une vague d'émotion à travers Victoire qu'elle ne pouvait pas immédiatement identifier. Du soulagement, certainement, mais aussi une sorte de joie qui semblait à la fois étrangère et précieuse. Quelqu'un avait vu son authenticité et l'avait trouvée précieuse plutôt que problématique. Quelqu'un appréciait la personne qu'elle était sous les couches d'armure professionnelle. Victoire mit son téléphone de côté et se réinstalla dans ses oreillers, ressentant une paix qui lui avait échappé depuis des mois. Demain apporterait ses défis et obligations familiers, mais ce soir, elle avait découvert que la connexion était toujours possible, que l'authenticité pouvait coexister avec la responsabilité, que la personne qu'elle avait été avant que les affaires ne consument son identité n'était pas perdue au-delà de la récupération. La pluie continuait sa douce percussion contre ses fenêtres, non plus une source d'irritation, mais un rappel de la soirée qui avait changé quelque chose de fondamental dans sa compréhension d'elle-même. Alors que le sommeil la réclamait finalement, la dernière pensée consciente de Victoire fut du sourire de Marc et de la façon dont il l'avait regardée comme si elle était quelqu'un qui valait la peine d'être connu. Le matin arriva avec sa précision habituelle, filtrée à travers les systèmes automatisés qui augmentaient progressivement l'éclairage dans la chambre de Victoire et commençaient à préparer du café dans sa cuisine. Elle se réveilla naturellement à 6 heures, une habitude développée au fil des années de réunions matinales et d'appels conférences internationaux. Alors que la conscience revenait, le souvenir des événements de la veille revint également. Pendant un moment, Victoire se demanda si sa rencontre avec Marc avait été une sorte de rêve élaboré, conjuré par son désir subconscient de connexion authentique. La possibilité semblait presque plus plausible que la réalité d'avoir rencontré quelqu'un qui voyait au-delà de sa richesse la personne en dessous. Mais son téléphone confirma la réalité de la soirée, affichant le message de bonne nuit de Marc et sa propre réponse inhabituellement vulnérable. Victoire relut leur bref échange, notant combien son langage avait été différent de ses communications habituellement soigneusement élaborées. Il n'y avait pas eu de sous-texte stratégique, pas de choix de mots calculés conçus pour transmettre des impressions particulières. Elle avait simplement écrit ce qu'elle ressentait, une pratique si étrangère à ses communications professionnelles qu'elle semblait révolutionnaire. Victoire se leva et effectua sa routine matinale avec une efficacité mécanique, son esprit commençant déjà à s'engager dans les responsabilités de la journée. La réunion du conseil exigerait toute son attention. L'acquisition Héroux était controversée parmi ses directeurs, et elle anticipait une résistance significative à sa stratégie. L'interview du chronique demanderait une préparation minutieuse pour s'assurer que ses déclarations publiques s'alignaient avec les objectifs de messagerie plus larges de l'entreprise. Pourtant, même alors qu'elle répétait mentalement des points de discussion et des contre-arguments, une partie de sa conscience restait concentrée sur la soirée précédente. Le souvenir de la perspicacité et de la gentillesse de Marc fournissait un contrepoint aux interactions calculées qui l'attendaient. Un rappel que la connexion humaine authentique existait en dehors des confins de son monde professionnel. Victoire s'habilla avec un soin particulier, sélectionnant un tailleur anthracite qui transmettait l'autorité sans agression, des bijoux qui suggéraient le succès sans ostentation. Chaque choix était stratégique, conçu pour envoyer des messages spécifiques à des publics spécifiques. La femme qui lui rendait son regard dans le miroir était la Victoire Beaumont que le monde des affaires connaissait, composée, formidable, intransigeante. Mais sous cette armure familière, elle portait le souvenir d'être simplement Victoire, la femme qui avait ri dans la voiture d'un étranger et s'était sentie comprise d'une manière qui n'avait rien à voir avec les rapports trimestriels ou la capitalisation boursière. Cette femme semblait plus réelle que la dirigeante se préparant pour une autre journée de guerre d'entreprise. Alors que Victoire rassemblait sa serviette et se préparait à partir pour le bureau, son téléphone vibra avec un message entrant. Son cœur s'accéléra avec la possibilité que Marc ait envoyé un message matinal,
une sorte de reconnaissance de leur soirée partagée, qui la porterait à travers les défis de la journée à venir. Au lieu de cela, elle trouva un message de Marguerite. L'équipe de Singapour veut déplacer la discussion Héroux au début de l'ordre du jour. Aussi, votre rendez-vous de 10 heures a été annulé, donc vous avez une fenêtre inattendue si vous voulez reprogrammer quelque chose. Victoire fixa le message, traitant non seulement son contenu, mais l'opportunité inattendue qu'il présentait. Une heure ouverte dans son emploi du temps était rare, un cadeau de temps qui pourrait être alloué selon des priorités personnelles plutôt que professionnelles. La voix pratique dans sa tête commença immédiatement à cataloguer les tâches qui pourraient être accomplies, les emails qui pourraient être répondus, les stratégies qui pourraient être affinées. Mais la femme qui avait émergé dans la voiture de Marc chuchotait une suggestion différente. « Appelez-le. Voyez s'il veut prendre ce café dont vous avez discuté. Choisissez la connexion plutôt que l'efficacité pour une fois. » Le débat interne ne dura que quelques instants avant que Victoire ne se retrouve à taper une réponse à Marguerite. « Ne remplissez pas le créneau de 10 heures. Je pourrais avoir un rendez-vous personnel. » Alors que l'ascenseur descendait vers le garage de stationnement où son chauffeur attendait, Victoire composa un autre message, celui-ci pour Marc. « Bonjour, j'ai une ouverture inattendue dans mon emploi du temps vers 10 heures. Seriez-vous intéressé par ce café dont nous avons discuté? Je comprends si c'est trop court préavis. » Elle envoya le message avant que ses instincts professionnels ne puissent intervenir avec des arguments sur la bienséance et le timing stratégique de communication. L'acte semblait à la fois impulsif et entièrement naturel, comme si une partie d'elle avait attendu l'opportunité de prioriser la connexion personnelle plutôt que l'obligation commerciale. Le téléphone de Victoire resta silencieux alors que sa voiture naviguait dans le trafic matinal vers son immeuble de bureau. À chaque minute qui passait, elle luttait contre l'impulsion de vérifier la réponse de Marc, de calculer les diverses raisons pour lesquelles il pourrait ne pas répondre immédiatement. Peut-être était-il déjà au travail, concentré sur ses projets de menuiserie. Peut-être avait-il reconsidéré leur connexion à la lumière claire du matin et décidé que poursuivre une relation à travers de si vastes différences économiques était impraticable. L'incertitude était à la fois angoissante et exaltante, un rappel de combien de temps s'était écoulé depuis qu'elle avait investi de l'énergie émotionnelle dans quelque chose au-delà de son contrôle. Dans les affaires, Victoire se targuait d'anticiper les résultats et de gérer les variables. Les relations personnelles, découvrait-elle, fonctionnaient selon des principes entièrement différents. Alors que sa voiture s'arrêtait devant l'imposante tour de verre qui abritait son siège social, le téléphone de Victoire vibra finalement avec la réponse de Marc. « J'adorerais ça. Il y a un petit café appelé chez Rosalie au 79 rue Saint-Honoré. Rien de fantaisiste. Mais le café est excellent et c'est généralement calme le matin. 10h15 vous convient ?» Victoire lut le message 2 fois, notant à la fois sa chaleur et sa considération inconsciente pour ses préférences probables. Marc avait suggéré un lieu à la fois accessible et discret, quelque part où il pourrait le parler sans les distractions de la foule, ou l'attention que sa présence pourrait attirer dans des lieux plus visibles. « Parfait, » répondit-elle. « Je vous y verrai. » Alors que Victoire entrait dans son immeuble de bureau, elle portait avec elle une anticipation qui n'avait rien à voir avec les rapports trimestriels ou les stratégies d'acquisition. Pour la première fois depuis des années, elle attendait avec impatience un rendez-vous qui promettait le plaisir plutôt que l'obligation, la connexion plutôt que la transaction. La femme qui avait été oubliée sous des couches d'identité professionnelle commençait à réclamer sa place dans la vie de Victoire, un choix authentique à la fois. La réunion du conseil se déroula avec la précision mécanique que Victoire avait depuis longtemps perfectionnée, les objections de chaque directeur anticipées et contrées, avec le type de réflexion stratégique qui avait bâti sa réputation comme l'une des dirigeantes les plus formidables de la ville. Pourtant, tout au long de la présentation des projections financières et des évaluations de risque, une partie de sa conscience restait concentrée sur le rendez-vous café approchant, créant un courant sous-jacent d'anticipation qui était à la fois peu familier et étrangement énergisant. L'acquisition Héroux représente une expansion significative sur le marché européen, expliqua Victoire aux 12 directeurs disposés autour de la table de conférence polie, sa voix portant l'autorité qui avait fait taire d'innombrables opposants au fil des ans. Bien que l'investissement initial soit substantiel, nos projections montrent un retour à la rentabilité dans les 18 mois. Henri Morin, le membre le plus conservateur de son conseil et une source fréquente d'opposition à ces stratégies plus agressives, se pencha en avant avec l'expression de préoccupation sceptique que Victoire avait appris à interpréter comme le prélude à une résistance systématique.
Victoire, dit-il, son ton portant la qualité paternaliste qui l'avait irrité depuis ses premiers jours en tant que PDG. Je comprends votre enthousiasme pour la croissance, mais le marché européen s'est avéré difficile pour les entreprises françaises. La société Héroux vient avec des obligations de travail significatives et des complications réglementaires qui pourraient s'avérer problématiques. Victoire ressentit la poussée familière d'irritation que la condescendance d'Henri provoquait toujours, mais aujourd'hui, elle était tempérée par un sentiment inattendu de perspective. Oui, elle devrait aborder ses préoccupations et convaincre le conseil du mérite de sa stratégie, mais le résultat de cette bataille particulière ne semblait plus être un reflet de sa valeur fondamentale en tant que personne. « Henri, » répondit-elle avec une précision froide, « notre équipe de recherche a passé 6 mois à analyser l'environnement réglementaire et les accords de travail. La main-d'œuvre de la société Héroux est en fait l'un de ses principaux atouts, hautement qualifiée, expérimentée et engagée envers les normes de qualité qui ont rendu leurs produits compétitifs sur le marché du luxe. » Elle continua sa présentation, abordant méthodiquement chaque préoccupation et objection avec la minutie qui l'avait rendue pratiquement imbattable dans de tels contextes. Pourtant, même alors qu'elle déployait ses considérables ressources intellectuelles au service de la stratégie d'entreprise, Victoire se surprit à penser à l'observation de Marc sur son oubli de comment être elle-même. La femme plaidant pour l'acquisition Héroux était indéniablement compétente, peut-être même brillante dans sa compréhension des considérations financières et stratégiques complexes. Mais était-elle Victoire, ou simplement une performance hautement sophistiquée de ce que Victoire était censée être? La question persistait au bord de sa conscience même, alors qu'elle obtenait l'approbation unanime pour l'acquisition. Alors que les directeurs quittèrent la salle de conférence avec des expressions allant du respect réticent à l'admiration authentique pour ses compétences de présentation, Victoire rassembla ses documents avec des mouvements qui semblaient de plus en plus mécaniques. La victoire était significative. L'acquisition Héroux ajouterait une valeur substantielle à l'entreprise et renforcerait sa réputation de leader visionnaire. Pourtant, la satisfaction qu'elle ressentait était atténuée, filtrée à travers une conscience que le succès dans ce domaine était devenu déconnecté de tout sentiment d'accomplissement personnel. Marguerite apparut à son coude, avec la discrétion efficace qui faisait d'elle une assistante inestimable, tablette en main, et expression alerte aux innombrables détails qui nécessiteraient attention suite à l'approbation du conseil. « Excellente présentation, Madame Beaumont », dit Marguerite avec une chaleur professionnelle. « L'équipe juridique doit programmer des réunions de diligence raisonnables pour la semaine prochaine, et le département des relations publiques veut coordonner le timing de l'annonce avec la publication des résultats trimestriels. » Victoire hocha la tête, son esprit déjà passant de la planification stratégique à l'exécution tactique. La série sans fin de tâches qui transformerait l'approbation du conseil en réalité d'entreprise. Pourtant, même alors qu'elle commençait à s'engager avec ses responsabilités familières, elle ressentit un frémissement d'excitation à propos de son rendez-vous approchant avec Marc. « Programmez les réunions de diligence raisonnables pour mardi et mercredi », instruisit Victoire, « mais gardez vendredi après-midi libre. » Et Marguerite, elle fit une pause, se surprenant elle-même avec ce qu'elle était sur le point de dire. « Je vais sortir pour mon rendez-vous de 10h15. Veuillez retenir mes appels à moins que ce ne soit véritablement urgent. » L'expression de Marguerite resta professionnellement neutre, bien que Victoire détecta un léger élargissement de ses yeux qui suggérait de la surprise. En 15 ans de travail ensemble, Victoire n'avait jamais demandé que des appels soient retenus pour ce qui était clairement un rendez-vous personnel pendant les heures de bureau. « Bien sûr, Madame Beaumont, » répondit Marguerite avec aisance. « Dois-je faire venir Jacques avec la voiture ?» Victoire considéra l'offre, puis secoua la tête. « Je pense que je vais marcher. L'air frais me fera du bien. » La surprise de Marguerite s'approfondit presque imperceptiblement, mais elle hocha simplement la tête et prit note sur sa tablette. Victoire Beaumont marchant vers des rendez-vous était aussi inhabituelle que de demander du temps personnel pendant les heures de bureau, une déviation des modèles établis qui suggérait que quelque chose de significatif changeait dans son monde soigneusement ordonné. Victoire se fraya un chemin à travers les couloirs familiers de son siège social, notant la déférence dans chaque salutation, l'attention soigneuse dans chaque interaction. Des employés qui avaient travaillé pour l'entreprise depuis des années se redressaient encore inconsciemment quand elle passait, leur conversation faisant une pause, jusqu'à ce qu'elle se déplace au-delà de la portée d'écoute. L'effet de sa présence était quelque chose qu'elle avait depuis longtemps appris à tenir pour acquis, la conséquence naturelle de la position et de l'autorité
Pourtant aujourd'hui, la déférence automatique semblait lourde plutôt que gratifiante, un rappel de l'isolement que le succès avait imposé à son existence quotidienne. Quand avait-elle eu pour la dernière fois une conversation avec un collègue qui n'était pas filtrée à travers des considérations de hiérarchie et de conséquences professionnelles? Quand quelqu'un dans sa sphère professionnelle l'avait-il vue comme Victoire, plutôt que comme Madame Beaumont? L'air du matin portait la clarté nette du début de l'automne, alors que Victoire émergeait de son bâtiment et commençait la marche vers son rendez-vous avec Marc. L'activité physique était inhabituelle pour elle. Elle voyageait typiquement entre les rendez-vous dans le confort contrôlé de sa voiture privée, isolée du chaos et de l'imprévisibilité de la vie urbaine au niveau de la rue. Maintenant, se déplaçant parmi les piétons qui poursuivaient leurs propres objectifs urgents, Victoire se déplaçant parmi les piétons qui poursuivaient leurs propres objectifs urgents, Victoire se trouva étrangement revigorée par la sensation d'être anonyme dans la foule. Personne ne la reconnaissait sans les marqueurs habituels de richesse et de position. Personne n'exigeait rien d'elle au-delà de la courtoisie fondamentale de l'espace de trottoir partagé. Cette liberté était à la fois libératrice et légèrement désorientante. En marchant, Victoire se surprit à remarquer des détails qui passaient habituellement inaperçus depuis derrière les vitres teintées de sa voiture. La façon dont la lumière du matin frappait les fenêtres des bâtiments, créant des motifs de reflets et d'ombres. L'énergie déterminée des gens se précipitant vers des rendez-vous et des obligations. Les petits gestes de gentillesse entre étrangers, une femme aidant un homme âgé à traverser un passage piéton, un vendeur offrant un journal gratuit à quelqu'un comptant sa monnaie. Ces observations l'amenèrent à contempler le monde de Marc, la réalité quotidienne de quelqu'un qui se déplaçait dans la ville à pied et en transport public, qui rencontrait ces petits moments humains comme partie de son expérience régulière, plutôt que comme des aperçus exotiques d'une façon différente de vivre. Le café chez Rosalie s'avéra être exactement comme Marc l'avait décrit. Petit, sans prétention, rempli du genre de mobilier dépareillé confortable qui suggérait la fonctionnalité plutôt que l'esthétique. L'espace était chaleureux et accueillant d'une manière que les lieux habituels de Victoire, avec leur surface lisse et leur éclairage stratégique, ne parvenaient jamais à atteindre. Victoire arriva précisément à 10h15, une ponctualité qui était à la fois une habitude professionnelle et une anticipation nerveuse. Elle parcourut l'intérieur du café du regard, cherchant Marc parmi les clients épars qui occupaient les petites tables avec des journaux et des ordinateurs portables. Elle le trouva dans un box d'angle, vêtu d'un jean propre et d'un pull bleu marine qui suggérait qu'il avait choisi sa tenue avec le même soin qu'elle avait appliqué à sa propre apparence. Ses cheveux foncés étaient légèrement humides, comme s'il s'était récemment douché, et son expression portait un mélange d'anticipation et d'incertitude qui reflétait son propre état émotionnel. Marc se leva à son approche, un geste de courtoisie qui frappa Victoire comme à la fois désuet et authentiquement respectueux. « Victoire », dit-il, et entendre son nom dans sa voix envoya le même frisson à travers sa poitrine que ses messages textes avaient provoqué. « Je n'étais pas tout à fait certain que vous viendriez. Je n'étais pas tout à fait certaine non plus, » admit Victoire, se glissant dans le box en face de lui. « C'est en dehors de mon expérience habituelle. » L'admission était plus honnête qu'elle ne l'avait prévu, mais le sourire de Marc suggérait qu'il appréciait sa franchise plutôt que de la trouver préoccupante. « La mienne aussi, » dit-il. « Je n'ai jamais pris un café avec quelqu'un qui possède probablement plus que tout mon quartier. » Son observation était délivrée sans amertume ni ressentiment, simplement une reconnaissance de la réalité économique qui façonnait leur vie respective. Victoire ressentit un moment de malaise face à la vaste disparité qu'il évoquait, suivi d'une appréciation pour sa capacité à l'aborder directement plutôt que de prétendre qu'elle n'existait pas. « Je n'ai jamais pris un café avec quelqu'un qui crée de belles choses avec ses mains, » répondit Victoire. « Quelqu'un dont le travail a une valeur tangible, au-delà des marges de profit trimestrielles. » Marc étudia son visage comme s'il essayait de déterminer si sa déclaration portait une admiration authentique ou de la condescendance. Quoi qu'il vit là sembla le satisfaire car son expression se réchauffa avec le genre de plaisir qui vient d'une compréhension inattendue. « Parlez-moi de votre travail, » dit Victoire, se penchant légèrement en avant dans un geste qui transmettait un intérêt authentique plutôt qu'une enquête polie. « Que construisez-vous en ce moment ?» Tout le comportement de Marc changea alors qu'il commençait à décrire son projet actuel, une bibliothèque sur mesure pour une famille dont la maison avait été endommagée dans un incendie, nécessitant à la fois la restauration d'éléments endommagés et la création de nouvelles pièces qui s'intégreraient parfaitement à l'architecture originale. Le défi,
expliqua-t-il, ses mains bougeant alors qu'il parlait pour illustrer des concepts et des dimensions, et de faire correspondre les motifs de grain et la finition du bois qui a vieilli pendant 80 ans. On ne peut pas simplement aller dans un magasin de bois d'œuvre et acheter quelque chose qui se fondra. Il faut comprendre comment les pièces originales ont été faites, quels outils ont été utilisés, comment le bois a répondu à des décennies de changements saisonniers. Victoire se trouva fascinée par la complexité de son travail, la combinaison de compétences techniques et de vision artistique requises pour créer quelque chose qui durerait des générations. La résolution de problèmes impliqués semblait aussi intellectuellement exigeante que ses propres défis commerciaux, mais avec la satisfaction supplémentaire de créer plutôt que de simplement gérer des ressources existantes. Cela ressemble à un travail de détective autant que de menuiserie, observa-t-elle. Exactement, répondit Marc, son enthousiasme évident dans la façon dont ses yeux s'illuminaient avec le plaisir d'être compris. Chaque vieille pièce raconte une histoire sur l'artisan qui l'a faite, la famille qui a vécu avec, les changements qu'elle a survécus. La restauration est comme avoir une conversation à travers le temps avec des personnes que vous ne rencontrerez jamais. Victoire ressentit une pointe d'envie pour la continuité que Marc décrivait, la connexion entre passé et futur que son travail représentait. Ses propres activités professionnelles, bien que financièrement gratifiantes, créaient rarement quelque chose avec une telle permanence ou signification personnelle. « Et vous » demanda Marc, déplaçant le centre de la conversation avec le genre d'intérêt réciproque que Victoire rencontrait rarement dans ses relations d'affaires. « Qu'est-ce qui vous motive dans votre travail ? Au-delà du succès financier évident, je veux dire. » La question prit Victoire au dépourvu avec son hypothèse que le succès financier pourrait ne pas être une motivation suffisante pour ses efforts professionnels. La plupart des gens dans sa sphère supposaient que la richesse était à la fois moyen et fin, que l'accumulation de ressources représentait l'objectif ultime de l'activité commerciale. « Je pense, » dit lentement Victoire, travaillant à travers des pensées qu'on ne lui avait jamais demandé d'articuler, « que je suis motivé par la possibilité de créer quelque chose de plus grand que moi-même. L'entreprise emploie des milliers de personnes, soutient des communautés entières, influence le développement économique de manière qui s'étendent bien au-delà de nos opérations immédiates. Mais cela vous comble-t-il personnellement ? Pressa doucement Marc. Quand vous rentrez chez vous à la fin de la journée, vous sentez-vous satisfaite de la façon dont vous avez passé votre temps ? Victoire considéra sa question sérieusement, reconnaissant qu'elle nécessitait un niveau d'auto-examen qu'elle évitait typiquement. Se sentait-elle satisfaite ? Ou se sentait-elle simplement accomplie, réussie, victorieuse dans quel que soit le concours qui avait occupé son attention ce jour-là ? Honnêtement, dit-elle, rencontrant ses yeux avec une honnêteté qui la surprit. Je pense que j'ai oublié comment distinguer entre la satisfaction professionnelle et l'épanouissement personnel. Ils ont été la même chose pendant si longtemps que je ne suis pas sûr de connaître la différence. Marc hocha la tête comme si son admission confirmait quelque chose qu'il avait déjà soupçonné. Ça semble épuisant, dit-il avec une sympathie authentique. Ça l'est, convint Victoire, bien que je n'ai pas réalisé à quel point c'était épuisant jusqu'à ce que je passe une soirée à parler avec quelqu'un qui voit le travail et la vie comme des choses séparées plutôt que des poursuites identiques. Leur conversation fut interrompue par une serveuse qui s'approcha de leur table avec le genre d'efficacité amicale que Victoire associait aux établissements où le service client était personnel plutôt que performatif. La femme avait peut-être 40 ans, avec des cheveux grisonnants tirés en arrière dans une queue de cheval pratique, et un sourire qui suggérait une chaleur authentique, plutôt qu'une courtoisie professionnelle. « Que puis-je vous apporter ce matin ?» demanda-t-elle. Son attention divisée également entre Victoire et Marc sans la déférence subtile que Victoire inspirait typiquement dans les situations de service. Victoire réalisa que dans ce contexte, portant des vêtements relativement décontractés et assise en face de Marc, elle apparaissait comme simplement une autre cliente, plutôt que quelqu'un dont l'approbation pourrait influencer le bien-être financier de la serveuse. L'anonymat était à la fois rafraîchissant et légèrement déconcertant. « Un café, s'il vous plaît », dit Victoire. « Noir, sans sucre. Je prendrai la même chose », ajouta Marc, « et peut-être quelques-uns de ces muffins aux myrtilles, s'ils sont frais. »« Cuits ce matin », confirma la serveuse avec une fierté évidente. « J'en apporterai 2, au cas où votre ami voudrait en essayer un. » Après que la femme fut partie, Marc regarda Victoire avec amusement. « Elle a supposé que nous étions ensemble, » observa-t-il, comme un couple prenant un café un matin de week-end. Le commentaire rendit Victoire soudainement consciente de comment il devait apparaître aux observateurs extérieurs.
Deux personnes engagées dans une conversation intime, se penchant l'une vers l'autre à travers une petite table, exhibant le genre d'attention focalisée qui suggérait un intérêt romantique. Cette réalisation envoya un frisson d'excitation nerveuse à travers sa poitrine. « Est-ce ce que c'est ?» demanda doucement Victoire. « Sommes-nous ensemble d'une certaine façon ?» Marc considéra sa question sérieusement, son expression pensive plutôt que désinvolte. « Je ne sais pas ce que nous sommes encore, » dit-il honnêtement. « Mais je sais que j'attendais cette conversation avec impatience depuis que je me suis réveillé ce matin. Je sais que vous êtes la personne la plus intéressante que j'ai rencontrée depuis plus longtemps que je ne peux me souvenir. » Victoire sentit son cœur s'accélérer à ces mots, à la simple honnêteté de son admission. Quand quelqu'un avait-il exprimé pour la dernière fois un intérêt pour elle qui n'était pas calculé, qui n'était pas influencé par des considérations d'avantage ou d'opportunité? « Je l'attendais avec impatience aussi, » dit-elle doucement. « Plus que je ne m'y attendais, et d'une manière qui n'a rien à voir avec le réseautage d'affaires ou la construction de relations stratégiques. » Marc rit, un son qui portait un authentique délice. « J'adore que vous deviez préciser que votre intérêt n'est pas stratégique. Ça en dit long sur le monde dans lequel vous évoluez habituellement. Ça en dit long sur l'armure que je porte habituellement, » corrigea Victoire. « La plupart de mes relations sont stratégiques par nécessité. Il devient difficile de se rappeler comment interagir sans calculer l'avantage. Mais vous ne calculez pas maintenant, » observa Marc. Et c'était une affirmation plutôt qu'une question. Victoire réalisa avec surprise qu'il avait raison. Tout au long de leur conversation, elle n'avait pas une seule fois considéré comment ces mots pourraient être interprétés, ou quelle impression elle créait. Elle parlait simplement, partageant des pensées et des réactions au fur et à mesure qu'elles lui venaient, répondant à Marc avec le genre de spontanéité qui était devenue étrangère à ses interactions quotidiennes. « Non, » dit-elle avec émerveillement. « Je ne le fais pas. Comment le saviez-vous ? Parce que vous continuez à dire des choses qui vous surprennent, » répondit Marc avec un doux sourire. Les gens qui sont stratégiques ne découvrent généralement pas de nouvelles choses sur eux-mêmes au milieu des conversations. Victoire se sentit exposée par l'observation de Marc, dépouillée des couches protectrices de calcul et de stratégie qui avaient gouverné ses interactions depuis tant d'années. Pourtant, plutôt que de se sentir vulnérable d'une manière dangereuse, elle expérimenta la sensation comme étrangement libératrice, comme si un fardeau fondamental avait été levé de ses épaules. « Vous êtes très perspicace, » dit-elle, faisant écho à son commentaire de leur première rencontre. « Je commence à comprendre pourquoi votre sœur pense que vous remarquez des choses que d'autres manquent. » En parlant d'Élise, dit Marc avec un sourire, elle veut vous remercier correctement pour hier soir. Elle essaie de trouver comment joindre la mystérieuse femme qui l'a aidée à rentrer chez elle en toute sécurité. Victoire ressentit un chaud frémissement à la pensée de la gratitude d'Élise, au simple plaisir d'avoir accompli une gentillesse qui ne nécessitait pas de réciprocité. « Il n'y a pas besoin de remerciements, » dit-elle. « J'étais heureuse d'aider. » « C'est exactement ce qu'elle a dit que vous diriez, » répliqua Marc avec un amusement évident. « Élise a une théorie à votre sujet, en fait. » « Quel genre de théorie ?» Marc hésita, comme s'il considérait s'il fallait partager les observations de sa sœur. « Elle pense que vous êtes solitaire, » dit-il finalement, sa voix douce et sans jugement. Elle dit que les gens avec de vraies connexions ne vont généralement pas hors de leur chemin pour aider des étrangers à moins qu'ils ne comprennent ce que c'est que d'avoir besoin d'aide eux-mêmes. L'exactitude de l'évaluation d'Élise frappa Victoire avec une force inattendue. Elle était solitaire, profondément et persistamment solitaire d'une manière qui n'avait rien à voir avec la présence constante de collègues et d'associés d'affaires. La solitude venait d'être vue comme une position plutôt qu'une personne, d'avoir des relations qui étaient fondamentalement transactionnelles plutôt que véritablement affectueuses. « Votre sœur est remarquablement perspicace, » dit doucement Victoire. « Je suis solitaire, bien que je sois devenu si habitué à cela que je le reconnais rarement. Peut-être, suggéra soigneusement Marc, que c'est quelque chose avec lequel nous pourrions nous aider mutuellement. » Victoire le regarda à travers la petite table, notant la façon dont la lumière matinale de la fenêtre du café illuminait son visage, soulignant l'honnêteté dans ses yeux sombres. Il offrait quelque chose de précieux, une compagnie authentique sans attente, une connexion sans calcul. À quoi cela ressemblerait-il ? Demanda-t-elle bien qu'une partie d'elle connaissait déjà la réponse. « Je ne sais pas exactement, » admit Marc. « Nous devrions le déterminer au fur et à mesure. Mais je pense que cela commencerait par plus de conversations comme celle-ci, où nous pouvons simplement être nous-mêmes, sans nous inquiéter de toutes les raisons pour lesquelles cela ne devrait pas fonctionner. » Victoire ressentit une vague d'espoir si puissante qu'elle en était presque douloureuse.
la possibilité d'une relation authentique après des années d'isolation soigneuse. Pourtant, même alors qu'elle embrassait ce sentiment, des préoccupations pratiques commençaient à s'affirmer. « Marc, dit-elle soigneusement, vous devez comprendre ce que vous prendriez en charge. Ma vie est compliquée d'une manière qui va au-delà du simple fait d'avoir de l'argent. Il y a des attentes sociales, des considérations commerciales, un examen public qui pourrait vous affecter, vous et Élise. Et vous devez comprendre, répondit Marc avec une détermination tranquille, que je n'ai pas peur du compliqué. Ce qui me fait peur, c'est la possibilité de laisser échapper quelque chose de réel parce que ce n'est pas facile. » Ces mots résonnèrent à travers la conscience de Victoire comme une cloche frappée dans une pièce silencieuse, claire et réverbérante de vérité. Combien d'opportunités de connexion authentique avait-elle rejetées au fil des ans, parce qu'elle ne s'intégrait pas proprement dans son existence organisée? Combien de possibilités avait-elle sacrifiées pour maintenir le fonctionnement fluide de sa vie professionnelle? « Ce qui me fait peur, » dit Victoire, faisant correspondre son honnêteté avec la sienne, c'est que je ne me souvienne plus comment être dans une relation qui n'est pas à propos des affaires. Et si j'ai oublié comment aimer quelqu'un sans essayer de gérer ou contrôler le résultat? Marc tendit la main à travers la table et prit la sienne, le même geste qu'il avait fait dans sa voiture la nuit précédente. Son toucher portait chaleur et réassurance, un rappel physique que la connexion était possible malgré ses peurs et incertitudes. « Alors nous commençons lentement, » dit-il simplement. Nous prenons le temps de découvrir qui nous sommes ensemble sans nous précipiter vers une destination particulière. Nous nous laissons découvrir ce qui se passe quand deux personnes de mondes différents décident de construire quelque chose de nouveau. Victoire sentit des larmes se rassembler au coin de ses yeux, une réponse émotionnelle qui l'aurait mortifiée dans n'importe quel contexte d'affaires, mais qui semblait entièrement naturelle dans ce café tranquille avec Marc. Les larmes parlaient d'années de désirs accumulés, de la reconnaissance qu'on lui avait offert quelque chose qu'elle avait cessé de croire possible. « J'aimerais beaucoup cela, » dit-elle, sa voix douce mais stable. « Bien que je devrais vous avertir que je suis complètement inexpérimenté avec les relations qui se développent organiquement, plutôt que stratégiquement. » Marc sourit, et Victoire vit dans son expression un mélange de tendresse et d'amusement qui rendit sa poitrine serrée avec un sentiment peu familier. « Je pense que le développement organique pourrait être exactement ce dont vous avez besoin, » dit-il. « Et heureusement, j'ai une vaste expérience avec des projets qui nécessitent patience et attention soigneuse au processus naturel. » L'analogie entre la construction de relations et son travail de menuiserie frappa Victoire comme à la fois amusante et étrangement appropriée. Peut-être que l'amour, comme la restauration, nécessitait une compréhension des modèles existants et une attention patiente à la croissance au fil du temps. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de leur café et de leurs muffins, la serveuse disposant assiettes et tasses avec une efficacité pratiquée. L'interruption fournit à Victoire un moment pour traiter l'intensité émotionnelle de leur échange, pour reconnaître que quelque chose de fondamental changeait dans sa compréhension de ce que sa vie pourrait inclure. « Ils sont excellents, » dit Victoire après avoir goûté le muffin aux myrtilles, surprise par la qualité de quelque chose de si simple et sans prétention. « Élise adorerait que vous appréciiez la bonne pâtisserie, » répondit Marc. Elle parle de démarrer une entreprise de restauration, peut-être se spécialisant dans des événements comme celui d'hier soir, mais avec plus d'attention personnelle aux détails. Cela semble être une excellente idée, dit Victoire, et se surprit à penser aux aspects pratiques du développement commercial. Le marché des services de restauration personnalisés est assez fort, surtout parmi les clients qui valorisent la qualité plutôt que le simple spectacle. Marc leva un sourcil. « Offrez-vous des conseils d'affaires ?» Victoire fit une pause, réalisant qu'elle était automatiquement passée en mode consultant, analysant l'idée d'Élise à travers la lentille des opportunités de marché et des avantages concurrentiels. La réponse était si instinctive qu'elle n'avait même pas remarqué la transition de la pensée personnelle à professionnelle. « Je suis désolée, » dit-elle avec un embarras authentique. « J'ai tendance à transformer tout en discussion d'affaires. C'est devenu une réponse si automatique que j'oublie parfois que tout le monde ne veut pas d'analyse stratégique avec son café. » « Ne vous excusez pas, » dit chaleureusement Marc. « Élise adorerait en fait entendre vos pensées sur l'entreprise de restauration. Elle a recherché les opportunités de marché mais n'a pas accès au genre de perspicacité que quelqu'un avec votre expérience pourrait fournir. La suggestion que son expertise commerciale pourrait être précieuse dans un contexte personnel plutôt que transactionnel était nouvelle pour Victoire. Elle était habituée à facturer des honoraires substantiels pour des consultations stratégiques, à voir ses conseils recherchés comme une marchandise à acheter plutôt que comme un cadeau à partager. « Je serais heureuse d'en discuter avec elle, » dit Victoire. «
pas comme une consultation formelle, mais comme. Comment appelleriez-vous cela? Comme une amie aidant une amie, suggéra Marc. Comme quelqu'un qui se soucie du succès d'Élise, parce qu'elle compte pour quelqu'un dont vous vous souciez. La phrase « quelqu'un dont vous vous souciez » resta en suspens entre eux, une reconnaissance de sentiments que ni l'un ni l'autre n'avaient explicitement énoncé, mais que tous deux comprenaient. Victoire sentit son pouls s'accélérer à la reconnaissance que leur connexion s'était approfondie au-delà de l'intérêt occasionnel, vers quelque chose qui pourrait légitimement être appelé affection. « Oui », dit doucement Victoire, comme une amie aidant une amie. Ils terminèrent leur café dans une conversation confortable, discutant des plans d'affaires d'Élise et des projets actuels de menuiserie de Marc, avec le genre d'intérêt réciproque que Victoire avait rarement expérimenté. Elle se trouva authentiquement curieuse des défis techniques de la restauration du bois, tandis que Marc semblait fasciné par ses descriptions de stratégie d'entreprise et d'analyse de marché. Alors que leur temps ensemble approchait de sa fin, Victoire sentit l'attraction familière des obligations professionnelles s'affirmer. Elle avait des réunions programmées, des décisions à prendre, le flux sans fin de tâches qui comprenait ses responsabilités exécutives. Pourtant, pour la première fois depuis des années, elle se trouva réticente à retourner à ses devoirs, préférant la chaleur de la conversation authentique à l'efficacité froide des opérations commerciales. « Je devrais probablement retourner au bureau », dit Victoire avec regret, jetant un coup d'œil à sa montre et notant qu'ils avaient parlé pendant près de 2 heures. « Bien sûr », répondit Marc, bien qu'elle détectât une réticence similaire dans sa voix. « Quand puis-je vous revoir ?» La question remplit Victoire d'une joie si pure qu'elle en était presque surprenante. Quelqu'un voulait la revoir, pas pour des raisons professionnelles ou des obligations sociales, mais simplement pour le plaisir de sa compagnie. « Bientôt », dit-elle avec plus de certitude qu'elle n'en ressentait concernant sa capacité à gérer son emploi du temps complexe. « Très bientôt ». Marc la raccompagna vers son immeuble de bureau, leur conversation continuant facilement, alors qu'ils naviguaient dans le trafic piétonnier de midi. Victoire remarqua que sa conscience de la ville autour d'eux s'était aiguisée depuis leur première rencontre, comme si la présence de Marc lui avait appris à voir des détails qui échappaient habituellement à son attention. Alors qu'ils atteignaient l'imposante tour de verre qui abritait son siège social, Marc fit une pause et se tourna pour lui faire face. Le contraste entre sa chaleur décontractée et la sophistication froide du bâtiment frappa Victoire comme symbolique du choix qu'elle faisait, entre isolation et connexion, entre sécurité et possibilité. « Victoire », dit doucement Marc, prenant sa main dans un geste qui était devenu familier au cours de leur brève connaissance. « Merci d'avoir pris le risque de prendre un café avec un étranger. Merci d'être assez courageuse pour voir où cela pourrait mener. »« Merci », répondit Victoire, « de me voir comme quelqu'un qui vaut l'effort d'apprendre à connaître, de me rappeler que je suis plus que simplement mon titre professionnel et mon compte bancaire. » Marc se pencha en avant et l'embrassa sur la joue, un geste si doux et respectueux qu'il envoya une chaleur inondant tout son corps. Le simple contact portait plus d'affection authentique qu'elle n'en avait expérimenté dans aucune de ses relations précédentes, qui avaient été caractérisées plus par un bénéfice mutuel que par un sentiment authentique. « Je vous appellerai ce soir », dit Marc en reculant. « Peut-être pourrions-nous dîner ce week-end, quelque part où nous pourrons parler pendant des heures sans nous soucier des contraintes de temps. » « J'adorerais cela », dit Victoire, et réalisa qu'elle le pensait complètement. Alors que Marc s'éloignait, disparaissant dans la foule de personnes poursuivant leurs propres objectifs urgents, Victoire resta sur le trottoir un moment plus longtemps que nécessaire. Elle retournait sur un territoire familier, dans le monde du pouvoir d'entreprise et de la pensée stratégique qui avait défini sa vie adulte. Mais elle portait maintenant avec elle le souvenir d'être simplement Victoire, d'être valorisée pour des qualités qui n'avaient rien à voir avec la richesse ou la position. La montée en ascenseur vers son étage de bureau fournit à Victoire du temps pour traiter les révélations émotionnelles de la matinée, pour reconnaître que quelque chose de fondamental avait changé dans sa compréhension de ce que sa vie pourrait inclure. Elle avait passé des années à construire des murs autour de son moi authentique, protégeant cette personne vulnérable des demandes et attentes de son monde professionnel. Marc avait en quelque sorte percé ses défenses, non par force ou manipulation, mais par le simple acte de la voir clairement et d'apprécier ce qu'il avait trouvé. Marguerite salua son retour avec le genre de discrétion efficace qui avait rendu leur relation de travail si effective au fil des ans. « Comment s'est passé votre rendez-vous, Madame Beaumont ?» demanda-t-elle avec un intérêt professionnel qui ne portait aucune attente de révélation personnelle. C'était... Victoire fit une pause,
cherchant des mots qui pourraient transmettre la signification de la matinée sans révéler plus qu'elle n'était prête à partager. C'était exactement ce dont j'avais besoin. L'expression de Marguerite resta neutre, bien que Victoire détecta un léger radoucissement autour des yeux de son assistante, qui suggérait de l'approbation pour quoi que ce soit qui avait apporté un tel contentement évident à son employeur typiquement déterminé. L'après-midi se déroula avec son rythme familier de réunions et de décisions, de planification stratégique et d'exécution tactique. Victoire participa à ces activités avec sa compétence et son autorité habituelle. Pourtant, elle portait avec elle un sentiment sous-jacent d'anticipation qui n'avait rien à voir avec les rapports trimestriels ou les stratégies d'acquisition. Alors que le soir approchait et que le bureau commençait à se vider de tous, sauf les bourreaux de travail les plus dévoués, Victoire se surprit à attendre avec impatience l'appel téléphonique promis de Marc, avec une ardeur qui la surprenait par son intensité. Elle avait des arrangements pour assister à un dîner de charité ce soir-là, l'une des séries sans fin d'obligations sociales qui remplissaient son calendrier d'opportunités de réseautage calculé. Pour la première fois de sa carrière professionnelle, Victoire envisagea d'annuler un engagement lié aux affaires en faveur d'un désir personnel. L'impulsion était si étrangère à ses modèles établis qu'il lui fallut plusieurs minutes pour reconnaître ce qu'elle contemplait. Au lieu d'annuler le dîner entièrement, Victoire fit un choix différent, un qui représentait un compromis entre ses responsabilités professionnelles et ses désirs personnels nouvellement éveillés. Elle assisterait à l'événement caritatif, remplirait ses obligations sociales, mais partirait tôt pour prendre l'appel de Marc depuis le confort de son appartement, plutôt que depuis une salle de bal d'hôtel remplie de personnes qui la connaissaient seulement comme une position plutôt que comme une personne. La décision semblait révolutionnaire dans sa petite façon, une reconnaissance que son bonheur personnel méritait d'être considéré aux côtés de son succès professionnel. Alors que Victoire se préparait à quitter son bureau, elle réfléchit au voyage inattendu qui avait commencé en entrant dans la mauvaise voiture sous la pluie. 2 jours auparavant, elle avait été une dirigeante réussie mais isolée, blindée contre le sentiment authentique par des couches de richesse et de réussite professionnelle. Ce soir, elle était toujours réussie et riche, mais elle n'était plus tout à fait aussi seule. Elle avait découvert que la connexion était possible, que quelqu'un pouvait voir au-delà de son armure jusqu'à la personne en dessous et trouver cette personne digne d'être connue. La réalisation remplit Victoire d'un sentiment de possibilité qui s'étendait bien au-delà de sa relation naissante avec Marc. Si elle pouvait se permettre d'être vulnérable avec une personne, peut-être pourrait-elle commencer à intégrer cette authenticité dans d'autres domaines de sa vie. Peut-être pourrait-elle trouver des moyens d'être à la fois réussie et authentiquement elle-même, à la fois professionnellement efficace et personnellement épanouie. Alors que la voiture de Victoire naviguait dans le trafic du soir vers son appartement, elle se surprit à sourire avec une anticipation qui n'avait rien à voir avec l'avantage stratégique ou le bénéfice calculé. Ce soir, Marc appellerait, et il continuerait de la conversation qui avait commencé avec son entrée par erreur dans sa voiture. Demain, il dînerait et explorerait davantage la connexion qui les avait tous deux surpris par sa profondeur et son potentiel. Pour la première fois depuis des années, Victoire attendait avec impatience de découvrir qui elle pourrait devenir quand elle s'autoriserait à être à la fois puissante et vulnérable, à la fois réussie et authentique. La femme qui avait été oubliée sous des couches d'identité professionnelle était finalement prête à réclamer sa place dans la vie de Victoire, un choix authentique à la fois. La mauvaise voiture, semblait-il, l'avait menée exactement à la bonne destination.